Moi, j'aimerais bien juste, si ça vous va, qu'on revienne sur une idée qu'on avait évoquée parce que enfin, on l'avait bien développé à l'époque, Julien, histoire d'essayer quand même de ramener le reliquat de ce qu'on peut, de ce qu'on avait enregistré la première fois. T'avais amené une idée intéressante en termes de gameplay, Julien, si t'as envie d'en reparler, si elle te parle toujours, qui était une forme tu sais, de pèlerinage en fait pour l'exploration du jeu. Parce que comment est-ce qu'on explore Gaïa? Quel est le prétexte en fait à aller, tu sais, un petit peu partout, quoi. Et toi, t'avais encore une fois, bon, on sent le mec qui a bien aimé Final Fantasy X, mais c'est une très bonne ref. T'avais parlé du fait que du coup les Cetras pouvaient éventuellement, si je dis pas de bêtises, hein, travailler comment dire, leur relation à la rivière de la vie avec différents maîtres qui seraient répartis un petit peu à travers le monde et que du coup on accompagne un peu notre Rosa, tu vois, dans son apprentissage, etc. Et qu'on faisait d'abord un espèce de pèlerinage et enfin, il y avait une idée un peu comme ça. Si je dis Alors, pas de bêtises. ouais, c'était l'idée. Cool. Je suis pas dit de conneries. Pour moi, ça implique une chose importante qu'on n'a pas évoquée, c'est le nom du jeu. Parce que tu fais un spin-off, Mm. FF7, quelque chose. Moi, ce que j'avais imaginé, et je crois que j'avais vu une vidéo de Monsieur Ténérès, et là, je crois qu'on va totalement pas être d'accord. C'est que c'est quoi la Terre promise? Moi, dans ma façon de voir la chose, la Terre promise, c'est Gaïa. Il n'y a pas autre chose. Et que en fait, c'est tout un raisonnement sur le fait de dire quand il y a toutes ces histoires sur on va atteindre la terre promise, etc., en étant en communion avec la nature et tout ce qui s'ensuit. En gros, pour moi, c'est l'idée de dire tu dois, en tant que Cetra, apprendre à être dans une totale communion avec ce qu'est la nature. Et une fois que tu seras entré en communion avec Gaïa, en fait, tu te rends compte que tu as besoin d'aller nulle part ailleurs. Ton point de départ, c'est ton lieu d'arrivée. Et donc, du coup, pour moi, la terre promise, c'est Gaïa. Mm. Et que ça met en avant, en plus, toute cette quête que la Shinra a dans FF7 sur on va à la terre promise, on va à la terre promise, on va avoir plein de Mako, bah oui, mais tu y es déjà en fait. Et tu cours après un idéal qui n'existe que dans ton esprit. Et je crois, si je dis pas de conneries, toi, Monsieur Ténérès, tu avais dit que pour toi, la terre promise, c'était quand il mourait, il retournait à la rivière de la vie. Je crois que c'était ça. Ouais, pour moi, c'est l'acceptation pour tout être de fusionner avec la rivière de la vie et de refaire partie du tout, en fait. Donc c'est Gaïa aussi, mais dans le flux. Mais d'une manière un peu différente. Ouais. Ouais. Donc du coup, en fait, l'histoire du pèlerinage, etc., ça peut aussi coller à ton raisonnement. C'est-à-dire que tu arrives sur Terre, enfin sur Terre, sur Gaïa. Guy n'attaque, du coup, tu as la rencontre entre les Guy et les Cétras. Donc, un choc total de culture. Tu as notre Rosa, qui est vraiment en mode porte-parole des Cétras, je veux essayer de vous rencontrer, qui vous êtes, etc., etc. Et en gros, il y a une unité qui se fait entre eux. Alors, je ne me rappelle plus comment on en est arrivé à cette conclusion-là dans le détail, mais en gros, il y a une entente entre Rosa et Guinatak, et en gros, tu pars dans un pèlerinage. Oui, c'était ça. C'était que ça me revient. L'idée, c'était de dire que, vu que les Guis ont tout perdu, ils n'ont plus de chez eux, eux étaient dans une idée de se dire, bah, vu qu'on est là, on va essayer de s'acclimater, on n'a pas le choix, et on va essayer de vivre selon les rites de cette société. Alors, ça fait très maître sage pour une tribu primitive, mais d'un autre côté, je me disais, bon, quand on voit Guinatak dans Ouais, moi je trouve ça Remake, colle bien. Mm. bah, il Après, a ce côté. si tu veux justifier Vas-y. le pèlerinage, tu peux le faire de manière très simple. Tu peux te dire qu'ils sont en guerre contre Genova, qu'il faut aux Cétras une puissance qu'ils peuvent acquérir en faisant justement le tour comme ça en pèlerinage pour acquérir différents pouvoirs, et que comme ils sont matraqués la tronche par les humains, il leur faut quelqu'un pour les protéger. Donc Guinatak comme un guerrier comme Tidus ou Jetch dans FF10, qui va du coup s'allier, et en plus du coup il va être baigné par cette imprégnation de voir les Cétras qui ont cette culture, et ça peut l'assagir, lui le guerrier justement de la tribu des Guy, devenir un peu entre deux, effectivement un peu plus sage, un peu plus... Ce que tu peux en plus mettre en avant, c'est que ça, euh, c'est l'aspect positif de la situation. Comme l'a dit Hélène, du fait que les Cétras seraient dans une situation politique compliquée.
entre ceux qui sédentarisent et ceux qui sont plutôt dans un fonctionnement traditionnel. Tu peux très bien, eux qui sont dans une situation où ils se sont pris quand même un gros caillou sur la gueule à ce moment-là. Les guides, techniquement, c'est quand même le cadet de leurs soucis. Ils ont tous les cétras qui vont là-bas pour prier en mode genre on va guérir la planète parce qu'on va l'aider à aller dans la merde. Et puis tu as au passage peut-être je les avais appelés comment moi les bâtisseurs à l'époque. Enfin bref, les sédentaires. Ils peuvent profiter d'une faiblesse des cétras pour récupérer, je sais pas, une sorte d'impact sur la population, ou du moins sur toutes les personnes qui vivent. Et donc derrière, eux, par contre, pourraient être dans un esprit aussi de dire, bah tiens, les Guis, pourquoi pas, c'est des guerriers, on va les envoyer. Ah mais non, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils aient déjà connaissance de Genova. J'allais dire, d'un côté, tu aurais les cétras qui seraient en mode, toi, on va t'intégrer et on va essayer on va intégrer les Guis, on va essayer de les intégrer à notre société. Et il y aurait les sédentaires qui sont en mode, voilà, eux, ils savent se battre, mais on s'en bat les couilles. Allez, au pire, si vous faites fumer, bah, pas d'importance. Et donc, du coup, tu te retrouves dans une situation où tu as ceux qui veulent intégrer et ceux qui veulent manipuler. Et ça peut commencer déjà à avoir des dissensions entre ceux qui ont la sagesse potentielle des cétras et ceux qui n'ont pas, de ceux qui sédentarisent, par exemple. Et tu peux mettre cette dichotomie entre les deux. Moi, je vous écoute, ça me fait penser. J'ai 2 idées à partager avec, du coup, lesquelles vous serez sûrement pas d'accord, mais c'est pas grave. Enfin, une et qui n'ont rien à voir avec les deux. Mais alors, du coup, je sais pas laquelle j'amène en premier, parce que comme elles ont tellement rien à voir. Alors, un flash que j'ai eu comme ça. Moi, je vais te dire, on sera pas d'accord avec les deux, ce sera plus simple. Oui, bah, non, la première peut-être pas. Non, la première peut-être. Non, mais c'est parce que celle sur la Terre promise, c'est parce que moi, j'ai pas du tout la même vision que vous de la Terre promise. Mais en fait, j'ai eu une inspiration sur le pèlerinage et une inspiration sur la Terre promise. Mais c'est pas grave si on n'est pas d'accord, on s'en fout, on partage nos idées, c'est ça qui est marrant. Sur l'histoire du pèlerinage, moi j'ai eu un flash parce que quand tu parlais de prier pour guérir la planète et tout ça, je me suis rappelé, mais attends, il y a l'histoire de Shiva en fait. C'est-à-dire que quand normalement le cratère nord à la base, maintenant, enfin en tout cas c'est le lore qu'ils ont amené dans la retrilogie. Il n'a pas été à la base c'est pas un glacier en fait, c'est devenu un glacier parce que c'est Shiva en fait qui a gelé en gros autour de l'impact de Genova pour en limiter les effets. Donc en fait les invoques elles existent déjà à ce moment-là du coup, et dans Rebirth les invoques elles sont liées à des lieux. Donc en fait ton pèlerinage il peut t'amener, tu vois, dans les différents endroits où il y a les invocations qui sont censées être des divinités. Alors ça, c'est vrai que j'en avais parlé avec Chronos à un moment donné, parce que pour moi, il y avait un paradoxe entre le fait qu'on te dit que les matérias, c'est la cristallisation des souvenirs et nanani et nanana, et le fait que les invocations, c'était des dieux. Mais peut-être que les matérias rouges qu'on récupère, c'est la réminiscence de ces dieux qui ont existé ou qui ont vraiment existé avant. Et du coup, là, tu es dans la période où ils existent encore. Donc finalement, ton exploration, tu peux la faire en allant sur les différents sites où y a ces dieux en fait qui amènent une certaine connaissance par rapport à leur élément. Tu vois, quand tu arrives du coup dans le coin de Corel, je crois que Costa del Sol, Corel, c'est Alexandre, donc c'est le pouvoir du sacre. Quand tu arrives du coup chez Shiva, c'est le pouvoir du... T'as l'histoire de... Oh merde, de la glace. Quand tu vas chez Ifrit, c'est le feu. Quand tu vas chez Ramus, c'est la foudre et patati et patata. Tu vois, enfin, t'as un apport. Bon, ça, c'était l'idée que ça m'avait glissé. Et par rapport à la Terre Promise, parce que du coup, moi, j'ai une vision qui est différente de la vôtre. Pour moi, la Terre Promise n'est pas un lieu. En fait, la Terre Promise, elle est à l'intérieur de soi. Et pour moi, c'est une métaphore. C'est-à-dire que quand, par exemple, à la fin... en fait, c'est presque un truc méta, la Terre Promise. C'est-à-dire que quand, à la fin d'FF7, Cloud, il dit à Tifa, je pourrais la rejoindre là-bas en parlant d'Aerys. Alors même si, en vrai, je crois que ça, c'est une erreur de traduction qui dit pas vraiment ça. Mais bon, moi, j'aime bien cette idée-là. Donc, je vais la garder comme étant acquise. Pour moi, en fait, le message, c'est que c'est le souvenir, en fait, d'Aerys, c'est l'amour qu'il avait pour elle, etc., avec lequel il peut se reconnecter. Et si je dis pas de bêtises, il avait été fait mention à un moment donné, au moment d'Advent Children,
que en fait la terre promise de Cloud c'est sa famille quoi si tu veux et qu'en fait il revient à sa terre promise intérieure à la fin d'Advent Children quand il revient en fait auprès des gens qui le rendent heureux etc. Et du coup je me disais enfin là c'est pas forcément une idée tenable c'est juste une inspiration que j'ai eue mais de me dire ils font le pèlerinage pour aller chercher la terre promise parce que Rosa elle a dit à Guinatak on va chercher la terre promise ensemble, on va soigner ton peuple. Et quand ils arrivent au bout du pèlerinage, on leur apprend que la terre promise, eh ben, elle n'existe pas, en fait. Et que c'est un truc que tu dois trouver à l'intérieur de toi. Et du coup, Makache la guérison des Guinatak, parce que justement, c'est pas un endroit, c'est pas un truc magique, c'est pas un machin comme ça. En fait, c'est métaphorique et c'est spirituel. Et du coup, ils se retrouvent comme deux cons. Ah, ça marchera pas. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Bah, 2 choses sur ce que tu viens. Vas-y, commence, Julien, si tu veux. alors moi, ça va être extrêmement rapide. C'est qu'en fait, ce que tu dis, ce que Mr. T dit et ce que je dis, on dit tous les trois la même chose, mais avec une forme légèrement différente. Bon, tu vois, on On a dit- notre point c'est d'unité pas exact. finalement. L'un dans l'autre, on t'explique que moi, quand je dis la terre promise, en fait, c'est la terre, mais c'est qu'en fait, du coup, il n'y en a pas, vu que tu y es déjà. Et on te dit, c'est juste apprendre à vivre avec et à la cultiver. Ce que Mr. T dit, c'est, en fait, c'est la rivière de la vie. Si c'est la rivière de la vie, en fait, quoi qu'il se passe, tu vas y aller. Donc, c'est pas un cheminement. Enfin, par exemple, tu es un sédentaire, tu vas à la rivière de la vie, tu y crois ou tu n'y crois pas. C'est le cheminement logique, quoi qu'il se passe. C'est ce qui compte, c'est le chemin. Ça ne sera pas l'arrivée, vu qu'à la fin, l'arrivée, c'est au même endroit. Il y a une exception. Et pour toi, C'est Sephiroth. laquelle? Sephiroth n'accepte pas de rejoindre le flux et ne rejoue pas la rivière de la vie. Ouais, et Ouais, mais est-ce il que est ça trop serait fort, pas le Sephiroth. même délire avec Encore un autre les débat. Parce que du coup, finalement, quand tu parlais, Julien, je me disais, mais en fait, la Terre promise, c'est un peu l'harmonie, si tu veux. C'est que tu sois en harmonie avec la planète, avec le monde qui t'entoure, avec toi. Il y a un côté très bouddhique. C'est ça. Tu vois, en gros, tu atteins la Terre promise quand tu deviens Oui. un peu Bouddha, quoi. Et là, je C'est me le disais... raisonnement des FF7. Hein. Mais un peu, en tout cas, c'est sûr que ça fait partie aussi des inspi spirituels de Nojima, on le sait, tu vois. Et je me disais, mais histoire de bien foutre le seum, tu sais, vraiment la grosse loose au Guy, c'est qu'en fait, quand ils arrivent à la Terre promise, on leur explique qu'en fait, elle n'existe pas. Et là, Ginata qui pète un câble, il a la rage et tout, et du coup, la dissension, elle vient de là, alors qu'en fait, on apprend plus tard que si ils avaient trouvé cette harmonie intérieure, ils se seraient intégrés à la rivière de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Alors, j'aime beaucoup l'idée, Mais mais il y a un truc qui pour moi, qui fait que tu vas perdre en dimension potentiellement en dimension dramatique vis-à-vis de la trahison des Cétras. Parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais on ne l'a pas évoqué là tout de suite, mais on l'avait évoqué à l'époque. Moi, je pars du principe que ce n'est pas la rivière de la vie qui refuse Glégi, c'est les Cétras. ou alors, c'est en C'est fait, les sans Cétras le savoir, qui, dans la rivière de la vie, refusent les Guis. Je suis Ils entièrement refusent d'accord. les Mais s'il intégrer. y a personne donc- qui les rejetait vraiment et qu'en fait, on se rende compte que depuis le début, ils se rejettent eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Après, le fait qu'ils se rejettent eux-mêmes, je trouve que ça concorde pas trop avec les éléments qu'on a de Rebirth et du caractère des Cétras qu'on voit au Temple des Anciens, où ils ont quand même l'air de se sentir supérieurs et que ceux qui n'ont pas les mêmes harmonies qu'eux avec la vie, avec la Terre, Ouais. sont des êtres inférieurs pour eux. Mhm. Et les geeks qui disent aujourd'hui encore, on nous refuse l'accès. Oui, mais ça, c'est leur sentiment. Ça veut pas forcément. Ça, c'est leur point de vue. Après, je comprends ce que vous dites. Alors, peut-être que c'est contredit par le lore. Ça n'empêche que je trouve que mon idée était cool. Mais l'idée sur le principe, je la trouve vachement Voilà. bien. Alors Mais après, effectivement, c'est que. peut-être qu'elle colle pas avec le lore, effectivement. Mais Alors après, l'idée me paraît bien. Là où je suis embêté, c'est que je vois pas en quoi ça comment dire. Dans le jeu, du coup, tout le pèlerinage amènerait à ça. Mais en quoi ça fait avancer le schmilblick avec Genova et en quoi ça fait avancer la trahison, etc. parce qu'en fait, eux, ils vont penser qu'ils sont trahis. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que du coup, ils vont réagir. Parce que quand... C'est un peu le syndrome de Sid, par exemple, tu vois. Sid, il déteste pas Shera, on est d'accord. C'est juste que quand il a été face à la perte du rêve qu'il a habité dans ses tripes toute sa vie, il n'a pas été capable d'en accepter la responsabilité et d'accepter la situation. Et du coup, Shera, elle lui sert de bouc émissaire. C'est de sa faute.
Gna gna gna, c'est à cause d'elle, alors que c'est pas à cause d'elle du tout, on le sait. Mais il est dans le déni. Et tu vois qu'on est un truc qui soit un peu comme ça, c'est-à-dire que le choc est tellement violent, il est tellement déçu, que lui, il va prendre ça pour un mensonge, en fait. Et puis en plus, alors après, je me tape un trip dans ma tête, c'est peut-être pas adaptable, je le sais bien, c'est juste que je trouvais l'idée cool et j'avais envie de la raconter, mais tu sais, lui, il cherche une réponse concrète et il se retrouve en face d'un vieux sage qui lui dit « Si tu veux trouver la vérité, cherche à l'intérieur de toi. » Et là, t'as envie de dire « Va te faire foutre, en fait !» Tu vois. Moi, je voulais que tu me donnes une solution parce que là, mon peuple, il en peut plus, quoi, tu vois. Et du coup, tu vas pas te dire « Ah oui, tu rentres chez toi, tu fais bon, les gars, faut qu'on trouve l'harmonie intérieure. » Et tous les gars vont te dire ah, « Rien à branler. » Tu vois ce que je veux dire. Et que du coup, en fait, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les Cétras, c'est pas des méchants, c'est des méchants pour les Guy. Parce que de leur point de vue, ce qu'ils ont fait, c'est pas bon, mais tout est une question de point de vue, en fait. Et du coup, dans mon idée, c'était ils le prennent pour une trahison. Ils nous ont dit qu'ils avaient une solution, alors qu'en fait, c'est des couilles, leur truc, il y en a pas. Et que s'ils s'étaient pas arrêtés à ça, et encore une fois, c'est d'alimenter l'idée de si il n'y avait pas toute cette colère, s'il n'y avait pas toute cette rancœur, toutes ces blessures qui nous empêchent d'essayer d'aller au bout des choses tous autant qu'on est et de nous comprendre les uns les autres, ils auraient peut-être trouvé la solution et en fait ils pourraient, parce qu'au final personne ne les empêche réellement d'intégrer la rivière de la vie. C'était plus pour porter le propos en fait qu'on évoquait tout à l'heure de mettre en exergue en fait à travers notre histoire, parce que finalement l'histoire qu'on essaye de raconter, c'est comment, enfin, si on se projette pour nous en tant que miroir, comment ça se fait qu'on vit dans un monde où tout le monde est conscient que si on se mettait tous autour de la table, qu'on se parlait, qu'on s'écoutait, le monde serait bien meilleur que ce qu'il est aujourd'hui, mais qu'on n'y arrive pas. Eh ben, on te le montre. Tu vois, le jeu, il te le montre. C'est de dire, oui, en fait, c'est pas si simple parce qu'il y a tout un tas de filtres, il y a tout un tas de blocages, en fait, qu'on peut comprendre, qui sont humains, entre guillemets, qui viennent rajouter ça et qui font que des fois, la solution, elle est sous ton nez, mais tu la vois pas. Et tu vas te mettre à rejeter sur les autres quelque chose qui, en vérité, t'appartient. Mais c'est tellement trop dur d'accepter que ça t'appartient que du coup, tu rejettes la faute sur les autres et tout le monde se met sur la gueule et c'est là qu'on a des dissensions et gna gna gna. Après, je vous comprendrai que vous l'acceptiez pas dans notre jeu parce que c'est trop compliqué. Mais j'avais juste envie de parler de mon idée parce que je l'aimais bien. Oui, non, mais après en soi, c'est super intéressant, mais du coup, je trouve que du point de vue du joueur, si c'est juste les Guy qui n'arrivent pas à entrevoir la solution qui est présente, du point de vue du joueur, tu perds cet aspect trahison. Tu te dis juste que le mec que tu as joué depuis le début, en fait, s'il était peut-être un peu plus lucide, il verrait les choses. Et du coup, tu n'aurais pas vraiment une trahison des Cétras, du coup. Si, parce que tu peux quand même amener tout ce qui va les mettre en colère et qui va faire qu'ils sont pas capables d'accepter ça. Et tu peux, comme il disait Julien, tu vois, le traitement des Guy qui se font rejeter, qui se font enfermer dans une cave, le fait que les Cétras commencent à se méfier un petit peu, nanani, tout ça va faire que ça crée un climat qui va faire de la perte de confiance, et qu'au moment, en fait, où t'en arrives à la solution, ce climat qui permet, en fait, l'unité, il n'est plus là, en fait, et que du coup, si tu veux, l'idée, c'est pas les Guy sont responsables de leur propre malheur, tout le monde est responsable de ça. Et en même temps, personne n'est un peu responsable de rien, parce qu'à la base, personne ne veut du mal aux autres. C'est juste que les circonstances font que on s'enfonce dans la négativité quand on est face à l'adversité, parce que c'est difficile, en fait, de répondre à l'adversité par une attitude positive, de rester dans l'écoute, dans la tolérance. Quand tu te sens pas bien, je vais prendre un exemple tout con. Les parents qui me comprendront, enfin, les parents qui nous écoutent me comprendront. T'es malade, t'es pas bien, tu seras beaucoup moins capable d'accepter les pleurs de ton enfant que quand t'es en bonne santé. Parce que là, t'es pas en mode « Oh, mon chéri, ça va pas », t'es en mode « Non, mais là, moi, j'en ai marre, en fait. Là, moi, je suis pas bien, je voudrais qu'on me foute la paix, j'ai besoin de repos. » T'es dans la même situation que... Mais t'as ton filtre personnel qui va faire que tu ne peux pas entendre, en fait, le besoin de l'autre parce que le tien, il est complètement fragilisé, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, et l'aide malade a fait peur. En fait, pardon, qu'est-ce que tu dis ? Non, mais c'est le premier exemple qui m'est venu à l'esprit. Mais... remplacez les enfants par votre chien, si vous voulez. C'est pareil, quoi. En fait, plus tu en parles et plus je trouve ton idée séduisante. Parce que en plus, tu peux l'intégrer dans le fait de dire... Quand tu dis que ton filtre, il est baisé, tu peux l'intégrer si tu es dans un changement de société en plus, au niveau des Cétras. Ça rajoute une dimension dramatique au fait que
Et ben en fait, les Guy ont toujours la solution, ils la comprennent toujours pas, mais je rejoins Mister T sur le fait de dire, ouais, mais du coup, en fait, ça manque d'impact, en fait, en disant: «Bah merde, ils avaient juste qu'à sortir Oui, tout la ça tête du pour ça, cul un quoi. petit peu». Et il y a encore un Et problème de et en lore. fait Vas-y, fini. ah bah non, s'il y a un problème de lore, j'ai rien à dire alors. Vas-y. Parce que en fait, après qu'il y ait eu cette non-acceptation de la rivière de la vie, on a quand même les Cétras qui filent le matériel vide aux Guy pour les aider, Mm. et eux qui vont quand même prier pour un matériel noir. Donc s'ils sont déjà en défiance, pourquoi les Cétras leur filent encore un truc et ils vont quand même croire dedans et prier dedans avant de se faire voler? Bah, ils peuvent peut-être lui filer pour qu'ils cherchent justement cette connexion qu'ils n'arrivent pas à avoir. Sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que ce qu'ils n'ont pas Ah pris bah en ils l'ont compte, trouvé. c'est qu'ils sont tellement en colère que en fait, c'est exactement ça. En fait, ça fait écho, c'est-à-dire que ce qu'ils vont mettre dedans, c'est de la colère et c'est de la rancœur en fait, parce que c'est ça qui les habite à ce moment-là en fait. Ils ont trop Ok. souffert, ils ont été trop blessés, ils sont trop désespérés pour être positifs. Donc en fait, cette matéria qu'on pourrait leur avoir filée, peut-être avec de bonnes intentions, pour essayer de réparer un truc, et ben finalement elle ne récupère que de la colère. Mais après je comprends quel est le point faible de mon idée, hein. Mais j'avoue qu'aussi, moi, ce qui m'intéresse dans le fait de raconter des histoires, c'est comment est-ce que ça fait écho, en fait, et comment est-ce que ça nous parle à nous. Tu vois, moi, ce qui fait que Final Fantasy VII, c'est un jeu qui m'accompagne depuis bientôt 30 ans et que ça me passionne toujours autant, c'est, j'ai beau revenir dessus, je suis toujours bluffée de voir à quel point ça fait écho, à quel point ça me parle, à quel point ça résonne et à quel point ça parle encore du monde dans lequel on vit aujourd'hui de manière foutrement actuelle, même sur certains points qui sont extrêmement précis. Et du coup, le fait de le mettre en fait, ce qu'on te raconte à travers les personnages, mais c'est n'importe quelle fiction, de toute façon, fait ça. Je veux dire, les fictions qui nous parlent vraiment, c'est quand on est capable de s'identifier à ce qui se passe et qu'on va en ressortir un peu changé, tu vois, de avant et après. C'est-à-dire, c'est ce qui va faire la différence entre un jeu divertissant et un jeu qui va te marquer, ou n'importe quelle œuvre de fiction, que ce soit un livre, un film ou ce que tu veux, c'est qu'il y a eu un avant et un après, parce qu'on t'a raconté quelque chose qui est venu te mettre face, qui vient aller chercher ta vision de la vie, ton expérience personnelle, qui va aller te parler de ça et qui va te faire réaliser des trucs, tu vois ce que je veux dire. Et c'était dans cette dimension-là que je trouvais la chose intéressante. Mais je peux comprendre que ce soit un peu ambitieux ou techniquement pas faisable. Donc peut-être qu'on peut l'écarter maintenant qu'on en a parlé et qu'on peut revenir à quelque chose de plus terre à terre. Ceci dit, je suis quand même obligée de dire que si on part du principe que la rivière de la vie, c'est quelque chose de concret, je suis quand même toujours pas sûre que ce soit vraiment ce qu'on est censé comprendre dans FF7. En tout cas, il n'y a rien qui dit que c'est complètement ça, quoi. Alors, c'est ça que je voulais dire aussi quand on a parlé de la rivière de la vie, c'est que merde, si Cloud l'a trouvé à la fin du jeu original, il est quand même vachement dépressif dans Dungeon Children. Ouais. Le bonheur suprême, il est pas. Ah, mais oui, mais en même temps, c'est toujours pareil. Enfin, non, mais quand tu dis. Il dit pas qu'il l'a Ah, mais trouvé. je sais très bien qu'ils ont rajouté le film après et que de toute Ouais, façon, la mais c'est cohérence ça. De de toute façon, fin du c'est truc, en vrai, c'est Advent on est Children d'accord. qui a foutu la merde, Bon, on est d'accord. faut titiller un petit peu. La fin d'FF7, elle était parfaite comme elle était. Bon, après, forcément, il fallait raconter quelque chose. Et encore, je dis, regarde, c'est même pas complètement déconnant, parce que si on repart sur cette idée de... Bon, là, on n'est plus sur les Guy, mais je vais faire une parenthèse vite fait. Toujours ma phrase dont j'aimerais bien savoir d'ailleurs si c'est une erreur de traduction ou si c'est vraiment ce qu'il dit, parce que je trouve ça tellement cool en fait ce qu'il dit que je trouverais ça dommage que ce soit une erreur de traduction, mais quand il dit je pourrais la retrouver là-bas et qui parle justement de cette alors en fait de cette harmonie qui est à l'intérieur mais qui peut passer par la rivière de la vie, puisque la rivière de la vie c'est un flux spirituel qui regroupe les espoirs, les souvenirs, les machins, les tout ça. Dans Advent Children, quand il se connecte à Iris, bah il se connecte de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est l'endroit où il la retrouve, tu vois ce que je veux dire. Et cet endroit, alors on peut lui donner une existence, c'est pour ça que je dis que c'est métaphorique, c'est-à-dire que la rivière de la vie, elle existe en tant que lieu dans le lore de Final Fantasy VII, mais la manière dont elle nous parle à nous en tant que joueurs, c'est une métaphore. Et finalement, comme il est déprimé, parce que pourquoi est-ce que ah, je suis désolée, je suis complètement en train de... Ah, vous m'arrêtez, hein, parce que si, on n'est plus du tout en train de parler d'Eggy, mais pourquoi est-ce qu'il ne rencontre Aerys qu'à un certain moment, alors qu'il squatte l'église,
ça fait 2 ans, elle est morte, machin, naninana, il va pas bien, il est dépressif, il est nani, il est nana. Et c'est quand Tifa lui dit, bon, maintenant, en fait, ça suffit, quoi, tu rassembles les morceaux, tu te sors les doigts, là, et t'y vas. Mais alors, elle lui dit pas exactement ça, parce que ce qu'elle lui dit aussi, c'est, rappelle-toi que t'as une famille, rappelle-toi pourquoi tu te bats, je te signale qu'on croit en toi. Donc, en fait, elle enlève ces filtres qui l'empêchaient de se connecter avec ce truc intérieur, et c'est à ce moment-là qui se connecte avec Aerys, c'est quand il va chercher Denzel. Donc après que Tifa, elle est un petit peu recadrée, si tu veux. Et finalement, est-ce que c'est pas ça rejoint pas un peu ce que je disais avec les Guy, c'est-à-dire que cette connexion, elle est possible que quand t'as le cœur qui est un peu ouvert, tu vois, quand tu retrouves la foi, quand tu retrouves la confiance, et pas quand t'es nécrosé psychologiquement par ta culpabilité, ta dépression, tes regrets, etc., etc. Je sais pas si je suis claire. Bah, à ce compte-là, ça voudrait dire que tout le monde pourrait y arriver. Alors que ça, c'est spécifique à Cloud. Bah non, moi je pense que tout le monde peut y arriver. C'est juste que Cloud, c'est notre héros, donc c'est avec lui qu'on vit les choses, en fait. Qu'est-ce qui te dit qu'il y a que lui qui peut y arriver? C'est juste qu'il y a que lui qui le vit, parce que c'est notre avatar, en fait. De toute façon, l'histoire des géostigmates, comment les gens ils le chopent et tout, on sait pas comment ils chopent la ch'touille. Tu vois? Je crois que c'est quand il y a un événement traumatisant. Quand ils sont Il me semble que fragilisés c'est ça. et qu'ils sont plus en Quand ils sont connexion avec fragilisés. ça. Regarde, Tifa et Marlène, elles ne le chopent pas. Parce que Tifa, elle lâche pas l'affaire. Parce que Tifa, elle garde la foi. Et que Marlène, elle a aussi cette pureté machin. Alors que Denzel et Cloud, ils sont tous les deux fragilisés psychologiquement. Alors, là où ça va dériver beaucoup, mais quand tu reprends le bouquin On the Way to a Smile, tu vois en fait que Sephiroth dans la rivière de la vie noire, dans les chapitres de la rivière de la vie noire, en fait prend les gens qui sont colériques, hargneux, etc. Pour les détourner, et en fait il va chercher à la surface un petit peu comme ça pour souiller un peu chacun. Mais du coup, il exploite les failles. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et ça reviendrait exactement à dire ce qu'on disait sur Genova dans notre spin-off. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, que Genova, si on la garde comme l'antagoniste un peu mastermind et tout ça, c'est qu'en fait, elle va chercher les failles, elle va les exploiter, et elle va fragiliser ce qui peut permettre cette harmonie. Elle va accentuer les filtres qui vont faire que du coup, cette terre promise n'est plus accessible pour personne. Parce que finalement, la terre promise, c'est un peu ce point d'unité. Enfin, tu vois, encore une fois, symboliquement parlant, j'entends. Et cette purification de cette rivière de la vie pure, c'est une rivière de la vie dans laquelle il y a des pensées positives, des rêves, des souvenirs heureux, de l'harmonie. C'est ce qu'incarne Aerys, en fait, dans sa pureté. Aerys qui est un personnage qui est quasiment immunisé, tu vois, contre le désespoir, la rancœur, la colère, etc., puisqu'elle se laisse jamais gagner par ça. Elle est toujours hyper positive, c'est toujours la lumière dans les ténèbres. Elle est là, en fait, tu vois, elle incarne cette connexion. Et du coup, pour moi, c'est pas déconnant de retrouver cette même idée qu'on va exploiter dans notre spin-off, mais avec une Genova qui, finalement, son arme la plus puissante, c'est pas un super pouvoir, gna gna gna, c'est d'arriver à accentuer la négativité chez les gens pour qu'ils deviennent leurs pires ennemis, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, de toute façon. Carrément. Après, elle peut le faire de diverses manières, mais oui. Bon, on n'aura peut-être pas fini un jeu au bout de ces 2 heures, mais on aura ouvert des débats philosophiques intéressants. Reconnaissez quand même que... T'en penses quoi, Julien? Bah, je me fais quand même vachement convaincre là. Yatta! Parce que ça apporte quand même une cohérence assez globale ça te donne une cohérence globale. Et en fait, si tu veux accentuer sur l'aspect de la trahison, si on part sur cette idée-là, et que malgré tout, tu veux intégrer la trahison des Cétras, tu peux amplement le faire sans aucune difficulté. Tu peux très bien faire que ta Rosa, elle se fasse alpaguer par Genova. La question qui peut être intéressante, c'est à quel moment ça se place, vraiment le début de la trahison. Parce que dans ce circuit-ci, tu as tout un pèlerinage où, en gros, ce qu'on avait évoqué, c'était le fait de dire que globalement, tu avais partout, tu avais dans FF7 des... Les puits de vie.
Oui, alors, tu as les puits de vie, mais je pensais pas aux puits de vie. Je pensais Ah, au dans réacteur Mako. FF7, les réacteurs Mako. Ça veut Mm, dire que c'est un endroit où il y a énormément de rivières de la vie. Et mm. donc, tu peux imaginer que c'est des endroits où tu as des jaillissements de rivières de la vie, des énormes matérias qui se sont Bah, il y a cristallisés, les que armes. tu peux imaginer. Il y a Maintenant, les oui. armes, hein. Il y a les armes, c'est-à-dire. Enfin, il y a... Dans Rebirth, alors c'est propre à la retrilogie, mais elles naissent en fait des méga matérias qui se forment dans des lieux de concentration. En fait, alors Ah il y a oui, un peu tout, putain, mais oui, bon, c'est vrai. je suis en train de bosser Oui, dessus oui. justement, donc Oui, effectivement. voilà, c'est pour ça que je l'ai en tête. Oui, pardon, j'y étais plus. Dans tous les cas, dans le jeu d'origine, en tout cas, non, c'est attends, putain, mais la meuf qui est en train de bosser dessus et qui s'en mêle les pinceaux. Enfin, toujours est-il que dans Rebirth, en tout cas, il y a l'idée qu'il y a ces méga matérias, il y a une concentration, gna gna gna. Si, c'est aussi, enfin, c'est les méga matérias, pardon, c'est pas les armes. Les méga matérias dans FF7, en fait, elles sont générées dans les réacteurs Mako, parce que du coup, il y a cette concentration machin, sauf qu'on a un peu l'impression que c'est plutôt un micmac de la Shinra qu'un truc qui se fait naturellement. Dans Rebirth, ils ont réexploité cette idée, et il y a l'histoire des armes et gna gna gna, et en fait, les armes, si je ne dis pas de bêtises, elles ont été réveillées ou créées par la planète la première fois pour se défendre de Genova. Ça veut dire que dans notre histoire, si on va jusqu'au fight contre Genova, on a les armes aussi dans notre lore. C'est pas ça qui va changer l'histoire, mais juste, c'est cool. Ça peut être. Oui, c'est vrai que on n'en avait pas Je saurais parlé pas à forcément l'époque, comment mais c'est vrai que ça peut l'exploiter être en vachement termes de intéressant. narration, mais Ouais, là, comme ça me vient pas. Mais bon. Mais comme tu parlais des réacteurs Mako, si on garde l'idée qui... Alors après, c'est toujours la question, et là on va revenir à la retrilogie, suite, réinterprétation. Est-ce que ça... Tu voulais finir à quelle heure? Hein? Tu voulais finir à quelle heure? Non, mais en plus, je suis un peu matrixée parce qu'il y a Corsicas qui m'a envoyé tout à l'heure un article très intéressant où il parlait du fait que... Bah, non, je vais le laisser d'abord sortir son article, donc je vais pas en parler. Mais il y avait l'histoire des reflets et tout ça, qui me fait poser la question. Je vais aller à l'essentiel sans spoiler son article, mais est-ce qu'on se base sur le lore de FF7 ou est-ce qu'on inclut celui de la retrilogie? Donc la question est qu'on part du principe que le lore de la retrilogie, il est canon et qu'en fait c'est celui de FF7 mais sur lequel ils ont rajouté des trucs et qu'en gros il vient prendre le pas dessus, ou est-ce que c'est deux lores différents qu'on peut considérer celui de la retrilogie comme étant une alternative à celui au jeu d'origine? Ceci dit, ça n'est que sur la question des méga matérias et des armes, et c'est peut-être pas le point le plus important pour notre histoire sur les T'as Guis. pas les Guis. Donc peut-être on peut T'as pas les Guis dans l'original. Ah bah oui, c'est vrai, donc forcément on se Enfin, base tu sur la les as, retrilogie. mais Oui, mais enfin voilà. pas comme ça. Donc on est legit à se baser sur la retrilogie. Donc, réacteur Mako, méga matéria, armes. Ça passe. Ça sert à rien, mais ça passe. Et donc, du coup, tu peux te retrouver dans des endroits comme ça qui sont justement l'endroit des réacteurs Mako, l'endroit du coup où tu as ces rejaillissements de la rivière de la vie, qui sont tes endroits où tu vas aller des nœuds retrouver d'énergie tes Mako, sages, quoi. voilà, où tu peux aller retrouver tes sages et que tu fais tes quêtes diverses et variées, et où Midgar, au final, est le point central de la grande énergie, etc., et où du coup tu vas faire ce truc-là. Donc, il y a une réponse malgré tout à laquelle on n'a pas parlé, mais bon, on verra ça après. Donc, du coup, quand tu fais tout ton process, tout ton pèlerinage, qu'à la fin, tu arrives vers ton grand sage qui dit, ben con, c'est à toi d'être plus sage pour arriver à la rivière de la vie intérieure. La trahison, tu l'as fait quand? Ce qui peut être intéressant, c'est justement qu'elle soit avant qu'il arrive là-bas, qu'il fasse tout son pèlerinage, mais que la trahison ait lieu dans le milieu et que cette trahison commence à rentrer la graine de la rancœur et de ce que tu veux, qui fait qu'il ne permet pas d'obtenir ce truc-là, alors qu'il aurait peut-être pu l'avoir autrement. Mais c'est ce que j'allais Et il dire, aurait c'est pu que pour revenir avec moi, son en peuple fait, avec cette solution. peut-être que pour moi, c'est une accumulation de petites choses qui vient grignoter. Mais je suis en train de me demander si effectivement ça passe par rapport à ce que dit Guinatak, parce que quand il en parle, on a quand même l'impression que c'est un acte très précis quand même, cette histoire de trahison, non? Je ne sais plus. Oui. Bah, en fait, la question, du coup, c'est la trahison. Qu'est-ce que c'est maintenant réellement, si elle a lieu avant? Et deuxièmement, en quoi le pèlerinage des Guis et des Cetras a un impact sur l'affrontement entre Genova, s'il est après, et sinon, où est-ce qu'on le place s'il est avant? Parce que si Genova pense qu'il y a un lien entre les Guis et les Cetras pour s'unir contre elle, pour la vaincre à elle, et qu'elle fait une scission, c'est que leur union apporte quelque chose. Bah, c'est En là où quoi j'ai cette pas union de apporte quelque réponse. chose?
mon idée, enfin, j'avais posé mon idée comme ça en me disant ça serait cool, mais c'est ce que j'avais dit. Il faudrait trouver Parce qu'est-ce que qui fait qu'ensemble, tu vois, et ça, j'en sais rien. si tu te dis que les Cétras acquièrent de la puissance au fur et à mesure de ce pèlerinage qui Mm, va servir à vaincre Genova, tu as un lien qui peut faire que Genova veut lutter. mm. Mais du coup, tu as vu, Julien, tu as une idée peut-être? Ouais, clairement. Et en fait, l'idée, par contre, implique de reprendre le truc de base. Peut-être Vas-y. qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il n'y a pas de vraie solution. L'alliance Guy-Cetra n'est peut-être pas une arme magique, au final. Mm. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que, comment elle s'appelle, Genova, ayant déjà, parce que malgré tout, dans ce que toi tu disais, ça veut dire que les Guy sont déjà envahis par Genova. Ouais. Elle les connaît, elle peut les influencer. Peut-être que ce qui peut être intéressant, et ça rentre en plus en justification avec toi, Hélène, ce que tu disais sur le fait que les Guy ne font pas forcément toujours des bonnes choses, c'est le fait qu'en fait, Genova se serve finalement des Guy pour foutre la merde directement au cœur des Cétras. Et qu'au final, les Guy, et c'est là où ça en sera encore pire pour eux, c'est qu'ils n'ont pas de solution et ils sont juste des outils pour que Genova foute la merde sur Gaïa. Et qu'en gros, elle va se servir, elle va les laisser se développer, genre par exemple comme Cloud. Cloud qui va vivre sa vie. Bon, il est brisé, tout ce que l'on sait, ok, mais il va vivre sa vie. Et de temps en temps, juste Genova arrive et puis elle vient lui mettre une douille, elle vient le manipuler, elle ou c'est féroce, ça dépend comment on voit les choses, dans son objectif à elle. Et bien là, c'est pareil. Elle laisse les Guy faire son business et dans les situations particulières, elle fait que les Guy vont, par son influence, foutre un peu la merde au sein des Cétras. Et c'est là où ça peut être intéressant sur le fait de dire qu'au final, durant leur pèlerinage, à un moment donné, le combat entre Genova et les Cétras s'intensifie. Tout le monde dit oh, finalement, on a besoin de toutes les personnes qui sont aptes à faire ce combat spirituel ou je ne sais trop quoi. Donc du coup, on t'appelle Rosanne avec Guy, Natak, on leur dit eh ben, interrompez peut-être votre truc parce que là, il y a un truc vraiment chaud au cratère nord, vous y allez. Et dans ce cratère nord, il va y avoir la trahison involontaire de Guy Natak qui va faire que ta Rosanne, elle va se faire défoncer par la Genova qui va, elle, induire ses cellules dans le corps de Rosanne qui va derrière permettre directement d'aller foutre le bordel au sein même des Cétras. Et donc derrière, tu te retrouves avec un putain de micmac où en fait, tu as juste une situation, et là où il faut se poser vraiment un bout de temps et bien mettre ça sur un papier pour quelles sont les interactions et les trucs, parce que tu te retrouves dans un truc à la Game of Thrones où c'est que des interactions en sous-marin à droite, à gauche, avec des sortes d'intrigues politiques, où au final, tout le monde fout Tu te le retrouves, bordel tu chez tout finis le jamais monde. ton histoire parce que tu sais pas où ça va. Non, mais par Ça contre, peut. là où ça peut être très intéressant ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, tu peux avoir une équipe avec Cetra, soit il n'y a que Rosa, soit ils sont plusieurs, peu importe, et Tegui, et qu'effectivement, tu as une fusion et créer une amitié, et créer un lien, etc. Et que des fois, Genova, qui manipule un peu les Guy, ils foutent un peu la merde et leur fasse avoir des comportements très atypiques, et que Rosa se dise, et que les Cetra de manière générale se disent ouais, ils sont quand même un peu chelous des fois, ceux-là. Et Mais que ça en augmente fait, comme ça sur des points très précis. pour moi, c'est carrément, ça pose Et la qu'en fin de question, compte, ça pose la question de quel est l'intérêt pour les Cétras d'accueillir les Guy à la base, en fait. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? C'est-à-dire, c'est des mecs qui connaissent pas, qui viennent d'une autre planète. Il faut inventer un truc qui fait que, parce que en fait, cette amitié dont on parle, mais ils ont pas le choix. Pourquoi regarde. Admettons, ils sont en combat contre Genova, ils se font poutrer la tronche par les humains qui commencent à changer de bord parce que tu vois que les humains manipulés par Genova, tu as une scission entre les deux, commencent à les attaquer. Peut-être que leur seul choix pour faire le pèlerinage et pour être sûr qu'ils aillent au bout, c'est de recruter des guerriers vraiment badass des gardes comme du les Guy corps, quoi. pour les protéger. C'est des Exactement. gardiens, quoi. Putain, on en revient toujours à FF10, hein, c'est la base. Hein. Non, parce que je me disais, cette amitié, elle doit bien venir de quelque part au début. Et quand t'as des mecs un peu primitifs, un peu bourrins, un peu guerriers, qui débarquent de nulle part et qui ont pas, tu vois, qu'est-ce qu'ils ont à leur apporter. Donc, que ce soit contre Genova ou tout court, il faut qu'on trouve quelque chose, il faut qu'on trouve un truc qui va faire que cette association Cetra-Guy, elle arrive à un moment donné, quoi. Forcément. Justement, pour mais moi, voilà, bon, toi, tu proposais intéressant, le garde du corps et qui fait que du coup leur puissance physique
elle peut être mise à profit, si je comprends bien. Et pas que, du coup, comme disait Julien tout à l'heure, tu Et peux le aussi fait qu'il revenir meure sur le pas. fait que les Cetra leur expliquent déjà qu'ils meurent pas, et que les Cetra leur expliquent, en plus, regardez ce qu'elle fait, c'est fort probable que ce soit elle qui ait poutré votre planète à la base. Mm, Et que tu te rendes compte qu'en fait, Genova est l'ennemi aussi d'Eggy. mm. Oui, mais ce que je veux dire par Et là, tu peux c'est aller que plus loin. pourquoi Est-ce qu'il y ils a auraient besoin nécessairement d'Eggy? Parce que tu vois, c'est quand même que des gros gars qui se battent avec des lances. Alors, il y a un peu des sorciers, mais ils ont pas besoin de sorciers, les Cetra, on est d'accord. Je veux dire, les mecs, ils te balancent des invocations à la gueule, ils ont pas besoin de sorciers, Ah, tu mais vois, donc... ils se font poutrer par les humains qui sont au corps à corps. Yep. Enfin, ils sont prêts. Au début, non. C'est quand les humains se font pervertir par Genova qu'après ils se retournent. Attends, il y a une guerre humain-Cetra? Putain, la grosse question là. Temple des anciens de Rebirth, t'as bien les humains qui se retournent contre les Cetra. Dans les graines de la Tu discorde vas et rire, je me compagnie. rappelle même plus de ça. Oh là là, Ou alors, le ou alors, pan ou de alors je dis l'or une là grosse qui m'a. connerie Non, et. mais c'est Ou alors je sûrement moi dis. qui me. Parce que. Il... Julien, ça te parle ou pas? Je me rappelle pas. Honnêtement, cette Non, mais partie-là, elle ça, est pas claire je pour sais moi. que Je l'ai fait qu'une fois. les humains, ils sont. En fait, quand ils sont face à Genova, ils se font. En fait, elle les utilise justement parce que, bah, faiblesse, machin, truc muche, tout ça. Et du coup, ils se font rétamer. Et finalement, c'est les Cetra qui réussissent à sceller Genova parce qu'en fait, ils peuvent pas s'en. Enfin, ils peuvent pas s'en. Enfin, quoique. Si, non, si, je crois qu'ils l'expliquent comme ça. Mais. Si, t'as J'ai un raison. gros doute. T'as raison. Il y a un moment donné où on voit des guerriers. Alors, en partant du principe que les Alfred de Loveless, on en revient toujours à Loveless, qu'on voit dans le temple des anciens, c'est les humains, alors que les encapuchonnés, C'est les Cetra. c'est les Cetra. Et il me semble qu'effectivement, il y a un moment donné où on voit, d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a ce personnage. D'Alfred machin là qui est presque en mode gnark 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 comme ça. Ah, j'ai un flash de ça. Mais Et il me semble qu'ils disent que c'est Genova qui a semé les graines de la oui, discorde, qui a c'est foutu ça. C'est qu'en fait, le bazar ils se entre eux. font manipuler, mais du coup, ils se retournent contre eux. Mais ça veut dire que c'est après, c'est ça. Pour moi, c'est concomitant avec le combat contre Genova. Mais j'ai un gros doute. J'ai pas Et révisé. tu peux dire que c'est concomitant et que du coup, en détresse, les Cetra vont récupérer Guinatak ou quelques Guy, et que du coup, effectivement, Ou que juste toute face à aide la est menace bonne à commune, prendre. Hein. et voilà, tout à fait. Mm. Et qu'ils se disent qu'ils partent sur le pèlerinage comme ça, pour avoir la puissance pour affronter Genova par la suite. Mm. Et qu'en échange, ils vont les aider à les libérer. Ouais. Mais du coup, en faisant ça, ça implique que d'entrée de jeu, il n'y a pas de rejet des guides. Bah, tu peux dire qu'ils les laissent quelques années dans leur coin, et que c'est vraiment quand ils sont dans la merde qu'ils vont les chercher. Bah, t'es un peu obligé de faire une ellipse temporelle de toute façon entre le moment où ils Alors, atterrissent sur Gaïa moi, et ce le que je moment me où dis, notre aventure elle démarre, quoi. si tu veux partir là-dessus, pourquoi pas faire un groupe d'outsiders? C'est-à-dire que, comme Hélène l'avait dit une fois dans une de ses vidéos, c'était la hippie de service. Donc, Je la revendique. fille qui va être sympa, qui va être en mode genre, ils sont quand même rejetés par les Cetra, en mode genre, vous les pouilleux, vous restez dans votre coin, on vous connaît pas, on vous fait pas confiance, vous êtes chelou. Et en plus, vous avez une aura particulière. Tu vois. Mais tu as quand même la hippie de service qui est là et qui dit, ah, et quand même, vous faites chier, peut-être qu'ils sont gentils, il faut apprendre à les connaître. Et donc, elle va un peu auprès d'eux, elle va essayer d'apprendre à communiquer, échanger, etc. Mais elle, cette nana, elle est partie pour être dans cette quête de sagesse et de partir dans ce truc-là. Et en fait, elle les prend avec elle pour faire la quête. Et qu'à la base, il n'y avait peut-être pas un intérêt particulier d'avoir les guides, c'est juste qu'ils sont intégrés dans un truc qui les dépasse parce qu'ils sont dans une situation où ils étaient paumés et bah, ils avaient rien d'autre à foutre de toute façon, ils ne savaient pas quoi faire. Alors, peut-être qu'ils auraient pu jouer à la pétanque, on ne sait pas. Ils savaient pas quoi faire, mais le fait de se dire, tiens, cherchaient une ils nous solution. rejettent. Il y en a, en tout cas, ils nous rejettent pas tous. Et du coup, il y a ce côté, la reconnaissance, en fait, d'avoir des Cetra qui les accueillent, qui les aident, machin, et que d'un autre côté, ils ont aussi un bénéfice à suivre ce pèlerinage, parce qu'au bout, ils essayent d'avoir la clé de leur salut. Et on peut tout à fait imaginer quelqu'un qui puisse être en empathie, entre guillemets, avec ce peuple qui se retrouve coincé dans une mort éternelle et qui se disent juste, j'ai envie de les aider parce que j'aimerais pas être à leur place, en fait, tu vois. Tout bêtement, hein. On se met d'accord en 2 minutes.
Eh pour qu'on ait une ben, base pour faire à la fin. faisons ça. Faisons un petit récap de socle C'est bien. commun. Et comme c'est Monsieur Ténéré qui a proposé l'idée, c'est lui qui va le faire. Alors, Mais on repart on du va principe. l'aider. On va l'aider. Ouais. Alors, vous me dites si vous êtes d'accord surtout ou pas. On parle de la planète des Guy. On prend un peu la vision du peuple, les tribus, etc. Ils se font un petit peu la guerre. Ils ne sont pas forcément tous ensemble. On a une Genova qui vient les polluer à travers la rivière de la vie. Et en fait, eux, avec leur rituel et leur mode de vie, se font souiller en fait sans le savoir. Et va jusqu'à devenir à être modifiés profondément physiquement. Ils deviennent des navis bleus, ils deviennent violets. Jusque-là, on est d'accord. Mhm. C'est bon pour vous? Absolument. Mhm. Leur planète, du coup, vu qu'elle est bouffée, elle se fait dégrader. Ils vont commencer à chercher des denrées, etc. et à plonger vers le profond de leur planète. Ils se rendent compte qu'elle est bouffée de l'intérieur, en fait, progressivement, que leur de la vie diminue. Elle se crache sur Gaïa. Sur Gaïa, ils survivent parce qu'il y a un morceau qui s'est décroché et qui est allé au Cosmo Canyon. On n'en a pas parlé, ça, mais c'est une hypothèse qu'on avait évoquée la première fois avec Julien. Ah ouais, c'est Mm. ce qu'on avait A évoqué priori, pour c'est- justifier le truc. C'est ça, ou alors ils vont au cratère nord et ils font appel et puis ils marchent. Mais comment ils atterrissent à Cosmo Canyon, on savait pas trop, donc effectivement, on l'idée- avait, Ouais, tu as un fragment qui part. On voit qu'elle se délite, la Oui, planète, voilà, quand elle arrive. c'était l'idée qu'on avait évoquée la première fois avec Julien, c'était de dire qu'il y a ce morceau, en fait, que peut-être qu'il n'y a pas forcément de survivants sur le météore principal, mais que tu as cet astéroïde quelque part qui se décroche du météore et qui atterrit à Canyon Cosmo, dans lesquels il y a des survivants, etc. quoi. Bah, l'idée, c'était de dire que c'était la tribu guerrière qui avait survécu parce que c'était des guerriers dans le combat contre Genova. Ah oui, mais du coup, on partait du principe que là, il n'y avait pas de combat avec Genova sur Gaïa, sur la planète des Guy. Donc, Enfin bon, il y avait l'idée de, Bah, voilà, après, ça se décroche, tu ils peux- survivent et ils atterrissent à Canyon Tu Cosmo. peux aussi te dire, dans les tribus, il y a un peu de tout dans chaque tribu. Hein. Mm. Tu peux te dire Bien que. sûr, oui. Bon, après, du coup, peu importe. Oui, ils sont pas obligés d'être spécialisés. Donc, ils sont atterris, ils vivent un peu sur Gaïa, dans leur coin, ensemble. Ils se sont remis ensemble face à l'adversité de ce nouveau monde. Ils vivent un peu et ils se rendent compte que quand ils crèvent, en fait, ils peuvent pas mourir, ils ne peuvent pas rejoindre le flux et ils sont bloqués à jamais. Donc, ça leur pose problème. Et du coup, là, je sais plus trop ce qu'on dit. Bah. Là, c'est les Cetra qui viennent les rejoindre, les chercher par rapport à Genova. Alors, ce qu'il y a, c'est que là où on n'a pas répondu vraiment à un truc, c'est que donc Guinatak n'est pas mort. C'est-à-dire que tous les autres sont morts? Non, je pense pas. Parce que ça pourrait être le Parce que fait de si dire tous les qu'une autres- bonne partie est morte Oui, et y que en les a seuls qui qui y ne en a meurent qui pas, ce meurent, sont voilà, ceux qui sont de ton groupe, en c'est fait. ça. C'est ça. Bah, ton groupe, ou en tout cas, il fait partie de ceux qui n'ont pas encore vécu cette Ouais. mort. Parce qu'après, il peut mort. aussi partir en pèlerinage pour essayer de trouver des solutions pour ceux qui restent aussi dans la caverne. Mm. Et qui ramènent Bah, à la l'idée base, qu'il y en a c'est ça. qui sont bloqués. Mm. Donc il peut y en avoir 30 qui survivent et genre 1 ou 2 ou 3 qui partent Oui, au bah, pèlerinage. les plus vieux pas qui possible. meurent, ou certains qui ont des accidents, et c'est là qu'ils se rendent compte qu'eux, et nanana, mais ça concerne pas forcément tout le monde, quoi. Donc sur ça, on est d'accord. Du coup, c'est les Cetra qui viennent les chercher par rapport à leur combat contre Genova. C'est un mix des deux. Vous voulez faire ça comment? Bonne question. Parce que Le pèlerinage, c'est pour avoir du pouvoir contre Genova, du coup. Bah, Ou des après, ça se connaissances fait, le pour, truc, c'est que ça se fait pas forcément en une fois, mais parce que je me disais, si on dit qu'ils Ouais. atterrissent tout de suite à Canyon Cosmo, tout ça, ils sont pas forcément coincés dans leur grotte à ce moment-là, on est d'accord. Là, à ce moment-là, ils Ouais. le sont pas, non? Voilà, ils le sont Ils pas. peuvent se promener. Effectivement. Donc ils Ils sont se en déplacent, ils font interaction ce qu'ils avec veulent. leurs voisins, gna gna gna. Mais bah, peut-être que du coup, alors je lance un truc, on verra où ça va. Mais comme Genova elle atterrit au cratère nord, et comme tu le faisais remarquer judicieusement, Julien, il n'y a pas les moyens de technologie de communication qu'il peut y avoir dans FF7, puisque potentiellement on est 2000 ans auparavant. Alors on peut toujours se dire que peut-être que les Cetra ils se parlent via le téléphone de la rivière de la vie, j'en sais rien. Mais peut-être que quand l'information arrive jusqu'à Canyon Cosmo, bah, Genova, en fait, elle est déjà entrée. Enfin, tu vois, il y a eu un certain temps qui s'est passé. Parce qu'en fait, bah, les premiers au courant, c'est ceux qui sont au niveau du cratère nord. Et le temps que l'information elle arrive jusqu'à Canyon Cosmo et que ça devienne un truc un peu mondial, bah, il y a peut-être eu un peu de temps. Et que c'est à ce moment-là que du coup la menace devient... les Cetra, ils rassemblent un peu toutes les troupes un peu partout et que ça arrive jusqu'à Nogi. Tu m'as donné Alors. une idée aussi. Cool. Le fait qu'il n'y ait pas de téléphone,
tu peux te dire que les Guy, il y a une partie qui s'écrase à Cosmocadion, mais que eux, dans leur tête, se disent, nous, on s'est écrasé là, mais potentiellement qu'il y en a d'autres qui sont Ah écrasés ailleurs, oui. d'autres ailleurs. On C'est va essayer bien d'aller les ça. chercher. Bah Ah ouais, ouais. Et peut-être tu trouves des survivants, bah ouais, peut-être pas. carrément, ouais. Et qu'un jour, tu tombes sur un village Cetra. Ouais, carrément. Ouais, c'est vachement bien ça. Allez, Mais on du prend coup, ça. ouais. On Mais aime à ce bien. compte-là, les gars, ils débarquent dans un village Cetra. Enfin, j'insiste. Le fait qu'ils rencontrent qu'ils soient un peu rejetés, mais qu'il y ait la fameuse Rosa qui s'attache à eux et qui veut leur permettre de découvrir la civilisation, parce que c'est une chose qu'on a mise, nous, sous le tapis pour l'instant. C'est quoi la civilisation des Cétrans à l'instant T? C'est quoi la civilisation des hommes? Quelles sont ces interactions-là? Et ben, c'est là où elle va faire découvrir au Guy toutes ces choses-là et toutes ces questions en mode mais putain, c'était qui les Cétrans? C'était quoi? Etc. Et tu vas avoir tout un développement d'histoire où en fin de compte, c'est elle qui va leur apprendre ces choses-là. Ah bah ça, puis ton Et pèlerinage en fait. Parce que tu vas forcément croiser des Et- lieux, etc. Donc au fur et à mesure, t'as toute la civilisation Cétra. Et là où c'est très intéressant, en fait, c'est que tu peux dire que les Guy arrivent. Ils se sont rendus compte qu'en cherchant les autres, ils ont perdu des gens et ils se rendent compte qu'ils peuvent pas mourir ni réellement vivre. Donc ils ont un problème. Ils rencontrent cette Rosa. Et en fait, les deux se disent, ben, nous, on a besoin de guerriers en plus pour notre Eh mais mission de les gars, pèlerinage c'est des compagnie. nomades les Cétra. Comment Oui, ils se déplacent? En fait, on va pas forcément de village en village. Le village, il nous suit, tu vois. On a une équipe, mais il n'a pas une caravane, finalement, de gens derrière nous. Parce que c'est des manouches, les Cétra, au début. Ils bougent. Je viens d'avoir un flash, là. Ouais. Parce que finalement, ils Ouais, mais ça bougent, mais n'empêche ils pas. bougent pourquoi, comment? Ben parce que peut-être que eux, ils vont. Ce pèlerinage, c'est pas juste des Cétra indépendants. C'est pas juste c'est c'est pas des élus, oui. C'est leur C'est tout le cheminement monde. de Cétra, c'est-à-dire qu'ils traversent, en fait, ils sont nomades. Parce que finalement, pourquoi quand ils se Oui, bah oui, non, mais oui, sédentarisent, en fait, c'est évident. ils perdent leur connexion avec la rivière de la vie? Mais peut-être que parce que c'est ce pèlerinage sur ces fameux sites, on peut imaginer en tout cas que c'est ce pèlerinage sur ces fameux sites de points d'énergie avec des divinités, machin, tout ce que vous voulez, qui fait qu'ils se reconnectent en fait à chaque fois. Et quand Ouais, ils font tout à plus fait. ce travail-là, et ben c'est là que les humains, tu vois, ils gagnent en confort, mais ils perdent en connexion. Mais oui, Totalement. Et du coup, c'est les qu'à Guy, chaque fois c'est qu'ils se juste, déplacent comme c'est les ça, gardiens de la caravane, tu vois. Il y a Genova, il commence à y avoir des monstres qui pop. Donc ils ont besoin de Complètement. défenseurs, en fait. Mm. Et les Guy arrivent, Et c'est d'où- des mercenaires, finalement. Au départ, c'est des mercenaires qui les aident à... Tu vois, on peut trouver un truc tout con comme Ouais. ça. Et du coup, ce que disait trop Julien, bien. l'intérêt C'est trop bien. mutuel. Il y a la caravane, Ouais. il faut la protéger. Mhm. Venez avec nous, protégez-nous. Et nous, en faisant ce pèlerinage, on va trouver les connaissances pour vous aider à nous rejoindre Voilà. dans Et notre puis monde. t'as ton QG, parce que du coup, ben, tu vas avoir ta caravane avec ton forgeron, ton machin, ton truc. Et au fur et à mesure qu'on va dans différents sites, bah, il y a des connaissances, il y a des matériaux, il y a des trucs qui se rajoutent. Et du coup, dans ton gameplay, en fait, tu montes, en fait, c'est-à-dire que t'as pas 50 000 magasins à chaque fois, mais ton magasin, tu peux l'upgrader, en fait, avec les ressources, par C'est exemple, que tu vas aller chercher quand tu vas faire de l'exploration. Tu la ramènes tel truc, issu de la flore, de machin. Le gars, il apprend... tu sais, tu vas chercher des parchemins les à la con. connaissances. Ouais, voilà, ou tu vois, Même les connaissances que tu as développées dans la c'est nouvelle ça, région. des trucs à la con en disant, bah, il y a donne, telle technique qui se dit, bah, tiens, on va la ramener à notre forgeron, gna gna gna, tu vois, ça te fait toutes tes mini-quêtes à la con. Et du coup, tu montes en fait ton village, en fait, tu l'upgrades et tout ça, tu vois ce que je veux dire, quoi. Un truc dans le genre, En quoi. 5 minutes de pause, on a fait la moitié de l'histoire. La pause pipi, ça sert. On a toujours des bonnes idées quand on va au chiottes, vous avez remarqué? Alors, tu voulais dire un truc, Julien, je crois. Je l'ai perdu. Ah, désolé. Je l'ai perdu. Je fais un petit débrief le temps que tu le récupères. Donc, ils sont tombés. Ils vont chercher leurs potes autour qui potentiellement ont survécu. Ils se rendent compte qu'ils sont dans la merde niveau mort, s'il y a un souci. Ils tombent sur une caravane des Cétra qui se déplace pour leur pèlerinage à eux parce que c'est leur religion à eux, c'est leur civilisation qui fait comme ça. Ils sont embauchés en tant que mercenaires parce que l'influence de Genova a créé des monstres dans le monde qui est devenu dangereux et donc ils vont défendre. Et en échange, les Cétra se disent que grâce au pèlerinage, ils vont trouver une solution de bonne foi en plus pour aider les Guy par la suite. Et tu vois, par exemple, un truc qui pourrait faire que les Guy commencent à être en confiance avec tu vois, les Cétra ou un truc comme ça, c'est que par exemple, l'idée des totems qui récupèrent leurs âmes,
ça peut être un truc que les Cetra les aident à fabriquer, tu Mm. vois. Et en fait, Ouais. sauf qu'au début, bah, ils sont pas coincés à Canyon Cosmo, puisqu'ils sont pas encore ostracisés. Mm. Donc en fait, ils les prennent avec, si tu veux, ils se trimballent avec leur totem d'âme, et qu'en attendant, tu vois, en arrivant quelque part, en fait, ils trouvent un gars qui leur dit, bah, vous pouvez peut-être faire ci ou faire ça, ou je sais pas quoi, tu vois. Et du coup, ils se disent, ah, bah, eux, ils comprennent comment ça marche ici. On a déjà un point d'ancrage qui fait que nos âmes, elles partent pas, elles volent pas n'importe où, n'importe comment, un peu comme des fantômes ou je sais pas quoi. Et du coup, ben, ils disent, ah, bon, bah, eux, ils savent, et ben, on va les suivre parce que peut-être on peut aller encore plus loin et peut-être on peut Et trouver la c'est solution. ultra cohérent parce que ça explique pourquoi les Guy après vont prier les Cetra en se disant putain les mecs ils ont vraiment un savoir au niveau de la rivière de la vie incroyable, c'est presque des demi-dieux pour nous quoi. Alors, je crois Vas-y. que je vois une incohérence et après j'ai une question. Enfin, d'abord la question. La première, on avait dit que comment ça s'appelle, un bout de terre se disloquait de la terre des Guy arrivés à Canyon Cosmos. Pourquoi? Parce que moi, dans mon idée de base, c'était que quand les Guy mouraient, c'était pas instantané. C'est-à-dire que, comme Guy Natak le dit, on nous refuse l'accès à la rivière de la vie. Ouais, il a dit on faut avait qu'ils y aillent. Ça veut dire qu'ils y vont à la rivière de la vie. Donc, c'est-à-dire que les mecs, ils meurent, leur esprit se disloque, ils rejoignent la rivière de la vie. La rivière de la vie leur dit Denada, enfin non pas Denada, elle dit non, et ils repopent quelque part. Ils repopent où? Et moi l'idée c'était de dire qu'ils étaient en lien avec l'endroit en fait où ils sont morts. Là dans notre histoire, parce qu'en fait ils meurent pour moi à l'atterrissage, et en gros ça les fait toujours revenir dans la grotte. Raison pour laquelle en fait ils sont toujours condamnés dans cette grotte là, parce que sinon ils se butent, et s'ils réapparaissent n'importe où et qu'ils popent au pif, ben, ils ont juste qu'à se buter, ils sont sortis de la grotte, c'est réglé. Alors il y a une solution. Pardon, ceux qui vont, pour moi, aller dans la caravane, c'est pas forcément tous les guides Canyon Cosmo, ça peut être juste certains d'entre eux. Bah, eux, ils repopent. En fait, tu régènes pas à chaque fois à Canyon Cosmo parce qu'il y a cette histoire de totem, en fait. Vas-y, monsieur Ténéré, ce que tu veux dire? Il y a une solution. Alors, déjà, Guy Natak dit on a vécu. Donc, ça veut bien dire, je pense. On a vécu parmi les Cetra. Sur Gaïa. Donc, ils meurent pas de suite. Et après, tu peux aussi te dire qu'en fait, le truc des totems, eux le connaissaient, c'était un peu leur religion à eux, leur rite à eux sur leur planète. Qu'ils avaient un totem, par exemple, dans leur grotte où ils sont tombés au début. Donc, ils sont liés à cette grotte. Mais qu'en rencontrant les Cetra font évoluer leur technique, justement, en liant de nouveaux totems dans leur caravane, et que c'est comme ça qu'ils disent ah putain oui mais en fait ils comprennent vachement le truc parce que c'est ça, parce tu qu'en vois fait, ils nous on disent était bah oui, bloqués mais là, parce et que en fait votre âme elle est liée à l'endroit où vous êtes né parce que vous êtes en connexion, nanani nanana, et en fait il upgrade le truc, tu vois, un truc dans le genre. Moi ça me paraît pas infaisable non plus, ouais, effectivement. Ok. Et donc après, moi, c'est pas mal ce que. En tout cas, faute de mieux, on va partir là-dessus. Oui, mais par contre, il y a une incohérence peut-être que je vois, je suis pas sûr. C'est-à-dire que tout le peuple des Cetra étant des nomades et faisant leurs recherches et leurs quêtes de la terre promise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils arrivent auprès du super sage qui leur dit bah, en fait, la rivière de la vie, elle est en toi. Ok, tu as fini ta quête. Alors, est-ce qu'on garde échanges avec les gens, et c'est-à-dire que c'est un secret. Une fois qu'ils ont atteint cette super connaissance, ils doivent la garder pour eux, mais ça, et qu'ils ne doivent pas le dire, ouais, et que s'ils interagissent avec d'autres... J'ai oublié d'en d'autres... parler tout à l'heure, mais je me disais, mais est-ce que les Cetra eux-mêmes savent vraiment ce que c'est que la Terre promise, en fait? Parce que quand tu prends leurs écrits, t'as l'impression que même pour eux, c'est une espèce de mythe après lequel, en fait, ils vont, mais ça veut pas forcément dire qu'ils ont tous la réponse à cette question, en fait, tu vois. C'est des trucs qui se transmettent à la Terre, nous parlons, et gna gna gna, nous irons, la Terre promise, blablabla. C'est un peu leur... ouais, voilà, c'est ça, merci, j'allais dire un truc comme un credo, quoi, tu vois. Mais ça veut pas forcément dire qu'ils atteignent tous ce niveau de sagesse-là, tu vois. Mais est-ce que du coup, on gardait la Terre promise sur personnage ou un moyen de battre Genova aussi? Parce qu'il y a toujours ce conflit qui est là qu'il faut résoudre. Bah, en vrai... conflit, il se résout pas, il prend une branlée. Si la question est de savoir quand ils la prennent. Ils la scellent quand même. Ils la scellent, ouais. Ils arrivent à la sceller, mais ils s'en débarrassent pas. Mais finalement, si on repart sur mon idée que le super pouvoir de Genova, c'est d'arriver à exploiter les failles des humains, en tout cas des humanoïdes, le meilleur moyen de la contrer, c'est de ne plus en avoir, tu vois.
C'est de rester dans... Mais sauf que le fait de rester dans l'amour universel tout le temps, dans la positivité, tout ça, c'est pas à la portée de n'importe qui. On est quasiment... Enfin, personne n'arrive à faire ça tout le temps, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, effectivement, la Terre Ouais, mais promise, dans le sens-là, c'est la meilleure arme contre Genova. Mais c'est juste que c'est alors une arme après, qui je est suis très pas sûr. difficile à acquérir, tu vois. Ouais, et puis je suis pas sûr qu'ils aient conscience de ça. Bah peut-être pas, puisqu'elle De vient de savoir débarquer, que. tu vois. Ouais. Parce que eux, je pense qu'ils cherchent un moyen de la sceller, de la vaincre, beaucoup plus terre à terre que de Ah se bah dire bien si on a sûr, plus bah, bien d'imperfections. sûr. Et puis Mm. tu le vois quand ils sont au Temple des Anciens, ils y vont en mode on vient faire la bagarre. En Mm. mode bourrin, ouais. Avec leur C'est, sceptre et tout. Le Donc, pouvoir de est-ce que l'amour leur, n'existe pas là. est-ce que leur pèlerinage a un but pour acquérir une connaissance ou quelque chose qui peut les aider? C'est un peu leur mode de vie, si tu veux. C'est ce qui leur permet de garder leur connexion avec la rivière de la vie dans tous les cas. C'est comme ça qu'ils vivent, puisqu'en fait, ils sont Mm. pas tous obligés de s'en servir comme des grands sages. C'était Julien qui disait dans le premier podcast qu'on avait fait, par exemple, en fait, quelque part, le truc ultime, et peut-être que la civilisation des Cétras, elle pourrait être basée là-dessus, c'est que et ça l'opposerait justement à la civilisation des êtres humains qui développent de la technologie. Parce qu'en fait, les Cétras, ils n'ont pas besoin de technologie, puisqu'en fait, ils ont tout. Tu veux faire du feu, tu prends une matéria, tu fais du feu. T'es l'équivalent de la matéria, tu fais ton feu. En fait, ils sont un peu autosuffisants, si tu veux. Et c'est cette connexion, en fait, qui leur permet justement d'être autosuffisants en comment dire, en ayant cette connexion avec la rivière de la vie, sans forcément aller chercher la sagesse ultime et gna gna gna. C'est juste que leur mode de vie, en fait, il peut être basé sur cette connexion avec la rivière de la vie. C'est-à-dire que leur autosuffisance, elle dépend tout simplement de là. Et en fait, le fonctionnement de leur civilisation est basé intégralement sur la connexion avec la rivière de la vie. Et c'est pour ça que quand ils perdent cette Ça, connexion... j'entends entièrement. Ah, ouais, idée. Oui, c'est que ça me revient de ce que en fait, c'est le fait que tu dis ça que je tique. Qu'en fait, dans leur pèlerinage, il y avait cette idée où, en gros, par exemple, tu avais la matéria feu. Hmm. Les matérias, tu l'as redit tout à l'heure, il y a deux choses qui font ce qu'elles sont. Les souvenirs, les sentiments, et la cristallisation au niveau de l'énergie, à un point d'énergie Mako. Que eux, en fait, ils récupèrent une sorte de matéria qui s'est cristallisée, et le but de leur pèlerinage, c'est de la développer. Et au fur et à mesure qu'ils avancent dans les connaissances de la rivière de la vie, ta matéria feu, elle passe de feu 1 à feu 2, feu 3, etc. Et tu fais comme ça avec toutes tes matérias. Et qu'en fait, à la fin, moi, c'était ça le propos, c'était de dire, quand tu as suffisamment appris toutes ces connaissances-là, que tu sais comment les faire, qu'en final, tu peux même plus évoluer tes matérias, juste ton souvenir, tu peux en gros, à partir de matéria vide, créer le pouvoir de la matéria, et qu'en fait, tu es en osmose complète avec la nature parce que tu te sers de ces matérias qui interagissent directement avec ça. Et en fait, ton grand but, c'est d'être bilan carbone zéro, quoi. C'était en mode en total osmose avec ta planète, et tu as atteint ta terre promise. En fait. Et puis en fait, c'est ça, moi, le encore une fois, raisonnement. tu es dans l'harmonie totale. C'est-à-dire, tu es là pour avoir l'harmonie avec le monde qui t'entoure. Bah, faut que tu sois en harmonie avec toi-même aussi, en fait. C'est un tout. On sent la meuf qui est pétrie de spiritualité amérindienne et tout, tu vois. Non, mais pour le coup, je suis entièrement avec vous sur le côté société des Cétras, mais je vois pas en quoi ça fait évoluer le propos par rapport à Genova. Ou alors, on fait pas le combat de Genova, l'opposition. Bah, au départ, t'as pas de nécessité à ce que l'un soit directement lié à l'autre. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est leur mode de vie, c'est ce qui va te permettre d'amener ton explo, ton machin, ton truc. Et puis en fait, bah, quand tu vas d'un endroit à l'autre, il y a cette menace de Genova, tu vois, qui peut commencer à se dessiner, comme on disait, qui est un peu croissante, qui est tout ça. Et puis ça peut venir au fur et à mesure, mais peut-être qu'au début, il n'y a pas forcément que l'argument, Genova. Ça peut peut-être même être attends, parce que j'allais vous faire une idée de principe, mais je sais pas si... En fait, moi, je pars toujours d'idées de principe, mais après, est-ce que ça colle ou pas? Ce que j'allais dire, en fait, ce qui serait super intéressant, c'est de montrer qu'à partir du moment où il commence à avoir cet ennemi commun, c'est là qu'il commence à y avoir des conflits d'intérêts et tout ça. Mais non seulement c'est paradoxal, mais je saurais pas trop comment l'amener. Mais moi, j'ai vraiment envie de mettre des kilos de seum, en fait, dans ce jeu. Je suis un peu sadique. Mais...
Ouais, enfin, je vois ce que je Donc, pensais, mais concrètement, c'est peut-être pas forcément très exploitable, mon idée. donc, du coup, là, ils font un pèlerinage juste par rapport à leur mode de vie et pour développer leur harmonie avec la planète. Mhm. Et ils se rendent compte au fur et à mesure, en voyageant, qu'il y a l'influence de Genova qui est par ici, sans que ça Mhm. ait de lien avec le pèlerinage. Ouais, et qu'en tout cas, voilà, il y a cette Mhm. menace qu'il va falloir contrer, etc. Et que c'est là qu'ils se rendent compte que ben, ils ont un ennemi commun et que du coup, tatati tata, tu vois. Une fois qu'ils sont en harmonie avec la planète vers la fin du pèlerinage, ils peuvent se rendre compte du coup de l'importance que Genova est là et comprendre qu'en fait c'est elle qui a détruit le monde des Guis, leur expliquer pour qu'ils soient encore plus soudés. Ou ils le font avant ça. Bon, Que je les sais Guis prennent pas. conscience Bon, en que tout cas, il y a Genova. il y a un moment donné où ça arrive. Moi, perso, que ce soit avant, pendant, après. Parce que du coup ça peut déclencher le fait que Genova se rende compte que les deux conjoints ça peut être une menace pour elle et que c'est là qu'elle commence à semer la zizanie entre les deux. Hmm. Là où tu penses qu'en fait ils ont trouvé l'harmonie en fait ensemble en faisant le pèlerinage et compagnie, et qu'à ce moment-là, l'autre elle se rend compte que c'est dangereux pour elle, Hmm. et paf, Bah, elle de toute commence façon, à il y a les. toujours cette idée qu'on a de se dire, parce que Bah, je suis pas sûr. c'était sympa sur le Je papier de suis se pas dire, sûr que ça aille jusque-là. Parce que, en fait, du coup, vu que Genova est déjà à l'intérieur des Guis, elle le voit continuellement, leur évolution, elle en a conscience perpétuellement. C'est Et pas c'est faux. arrivé seulement à la fin que d'un seul coup, ah merde, peut-être qu'ils sont un peu costauds. Mm. Il faut que, et c'est là où, dans le pèlerinage, il faut déjà que l'influence de Genova se fasse sentir. Et que dans ce pèlerinage-là, malgré tout, il commence à y avoir les graines de la discorde hmm. qui s'installent. Ah, C'est mais pas de toute faux. façon, Jusqu'à un moment pour moi, ça donné, doit être progressif, en fait. Parce que quand t'as une trahison à un moment, on retombe encore une fois dans cette dichotomie. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait un acte qui sera... Alors, ça t'empêche pas qu'à un moment donné, il y ait... tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, admettons par exemple, mais bon, c'était mon idée comme ça, mais ils arrivent au moment de la terre promise, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de terre promise, et là, boum, choc violent, si tu veux. Mais ce choc violent, à lui tout seul, il détruit pas tout. C'est le grignotage, en fait, qu'il y a eu juste avant, tu vois, qui va faire qu'au fur et à mesure, tu sais, tu sens Ce que qui, progressivement, ça s'installe, en fait. Mais ce qui peut y avoir, c'est qu'il y ait des petits événements comme ça où les Guis font des trucs bizarres, un peu erratiques sous l'influence de Genova, et qu'il y ait certains Cétras, pas tous, qui commencent à se dire attends, ils sont chelous, est-ce qu'il faut vraiment les oui, puis accepter, voilà, etc. T'as ils un peu sont de pas discorde. forcément tous bien accueillis, effectivement. Ah, Tu ça a sais, coupé. je disais, ils sont pas forcément tous bien accueillis, en fait. Tu vois, Ouais, mais peut-être qu'au fur et à mesure, tu une scission, mais que tu Rosa qui soit là: «Mais non, regardez, ils nous aident, machin, et Mm. cetera», et qu'en fait, après le pèlerinage, ils attaquent effectivement Genova, que Rosa soit touchée et que là, en fait, ce soit Rosa qui porte le coup de grâce face aux Guy en se retournant un peu contre eux à cause C'est de ça, Genova. c'est ça. Bah, c'était un peu l'idée qu'on Tu avait aussi évoquais au Julien début. tout à l'heure. Et puis, notre Rosa, entre Mmh. guillemets, parce que comme je disais, tous les Cétras n'ont peut-être pas forcément... Enfin, tu vois, c'est comme une civilisation. T'as des boulangers, ils sont pas tous moines bouddhistes niveau 32, tu vois. Mmh. Donc, elle, en fait... Parce que c'est pareil, si nos Cétras, c'est la question que je me posais tout à l'heure avec ma propre idée, s'ils font le tour à chaque fois, normalement, ils réapprennent pas tout depuis le début en tant que civilisation, tu vois, ils se reconnectent, gna gna gna. Mais ton personnage à toi, il va évoluer parce que notre Rosa en tant que personnage, bah elle démarre, elle est dans un peu son du début, apprentissage. voilà. Et en fait que elle ait ce rôle un peu de, je vais dire de prêtresse pour le dire un peu comme ça, quoi. Enfin, on a compris l'idée, quel que soit son équivalent chez les Cétras, et que du coup elles sont un peu, tu vois, l'héritière du chef spirituel, et qu'elle ait une certaine influence en fait sur sur les Cétras qui l'accompagnent. On va dire que quand elle dit un truc, elle a une aura un peu particulière parce qu'elle incarne une certaine forme de sagesse, de naninana, mais ça veut pas forcément dire que tout le monde est 100% d'accord avec elle et qu'au sein des Cétras, les Guis ils fassent l'unanimité. De la même manière qu'on n'a pas tous le même positionnement face à l'immigration, tu vois, où voilà, il y en a qui l'acceptent très bien, il y en a qui sont vachement dans la solidarité, il y en a qui sont dans le j'en ai rien à foutre, et il y en a qui sont dans l'opposition la plus absolue, tu vois. Donc forcément, tout le monde n'est pas... tout le monde n'a pas forcément la même position par rapport à ça, quoi. Et puis, même au sein de nos Guis, on peut avoir des Guis qui ont des personnalités différentes. Et ça, je crois que c'était Julien qui l'avait amené la première fois qu'on en avait parlé, de dire que tu peux avoir genre un peu le personnage borderline qui est un peu le nerveux de l'équipe, tu vois, et qui lui aussi va avoir un comportement qui va pas forcément aider non plus, enfin, tu vois, et qu'effectivement... Et puis le choc culturel.
tu prends une tribu primitive, si tu lui instaures une certaine spiritualité, tu prends ce genre que tu peux voir un peu comme dans d'autres films, séries ou autres, où tu vas avoir en fait des gens qui vont enfin, les Guy par exemple, ils vont te choper un sanglier, ils vont te l'égorger, ils vont le vider, les triper, etc. Et lui faire une sorte d'hommage en mode la force du sang, du cochon, je vais la manger, etc. Et ça va me donner de la force. Là où les cétras vont être en mode, ouah, t'es vachement extrémiste comme mec, parce que nous, on les tue pas, les sangliers, quoi. Eux, ils nous aident à trouver des truffes. Mm. Et donc, du coup, là, eux, ils sont en mode genre, mais tu les respectes pas, en fait, Mm. et tu butes de la vie et la nature. Alors que eux, en fait, ils ont l'impression de l'honorer en prenant sa force et en l'honorant de telle ou telle manière. Mm. Et donc là, tu peux créer en plus derrière ce truc. Mm. Tout à fait. Ouais, c'est totalement très cool. Donc, Donc du coup, on arrive au bout du pèlerinage. Là, on se rend compte que bah ça marche pas, ça part en couille, il y a de la dissension. Et on arrive à la fin de notre jeu. Du coup, t'as pas encore la dissension, c'est quand Rosa est touchée par Genova qu'elle apporte le coup final. Mais du coup, Tu ils peux te arrivent. dire qu'elle est défendue envers et contre tout parce qu'il y a eu cette amitié, il y a eu tout ça, Mm. etc. Que les Guy viennent t'aider contre Genova et que là, elle se fait toucher et que c'est là qu'elle se Mm. retourne contre eux. alors, pour Ah, moi, une il y a vraie une chose indispensable si on parle du pèlerinage, c'est qu'il faut qu'on parle géographie. Parce Ouais, parce que que j'étais en train de me dire, c'est où la fin du pèlerinage? Ouais, mais peut-être que du coup, ils vont pas au bout. Ou en tout cas que... et puis, tu vois, tu es quasiment, Canyon Cosmos, c'est le centre quasiment de la map monde. J'exagère, mais Ouais, si, c'est c'est à pas peu tout à fait. près... C'est-à-dire, Enfin, en tout cas, tu peux aller au la map comme elle Wutai, est présentée... Je reprends la carte. Bah, en sachant donc, que c'est un planisphère, donc ça met quelque chose à plat, un truc qui est normalement de forme qui ne l'est pas. circulaire, enfin même Normalement. héliosphérique, ou je ne sais plus comment on dit. Donc en fait, tu mets le centre du monde où tu as envie. Tu peux décider que le centre du monde, c'est les cheveux de la table ronde. Mais effectivement, par rapport à la planisphère de Gaïa, Canyon Cosmos, c'est à peu près au milieu. En tout cas, c'est dans le continent central, quoi. C'est pas pile au milieu, mais... Et donc, pour moi, la logique, c'est que la fin du pèlerinage, je vois pas. Ça peut être le cratère nord dans le process où. Parce que, je sais pas, pour moi, la logique, c'est Midgard. Parce que c'est le point central. À Midgard, tu as 7 ou 8 Ouais, réacteurs c'est Mako forcément un très qui très tournent haut à lieu plein régime d'énergie. tout le Oui, temps. oui, oui. Donc, je vois pas Ah, quel est mais l'autre pour moi, il y endroit a qui une pourrait avoir cette différence valeur-là. entre la fin du pèlerinage et la fin de notre aventure. Parce que le pèlerinage, c'est entre Absolument. guillemets le truc qui va nous servir de développement, on va dire, sur le lore, l'augmentation de nos persos, l'upgrade, tout, les interconnexions des civilisations et tout. Mais après, il y a toujours la menace de Genova qui, elle, est indépendante en fait du pèlerinage. C'est-à-dire, Oui, mais soit ils le tu finissent. n'es. Pardon, vas-y. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que tu n'es pas dans FF7, tu n'as pas le haut vent. Une fois que tu as fait le tour de la carte, après, tu vas pas à droite, à gauche, etc. Et tu te fais plaisir. C'est-à-dire que là, tu vas être en cahute avec 3 ânes et 2 cochons. Mm. Donc derrière, tu vas devoir te taper toute la map monde pour arriver jusqu'à Midgard. Et arriver à Midgard, tu continues ton chemin. Mais tu peux pas passer ton temps à faire des allers-retours. Non, mais Tu en n'as fait, aucun moyen pour que ce soit rapide et Bah, cohérent. tu sais C'est-à-dire que pas. tu es un peu dans un jeu couloir. Tu sais pas ce qu'ils sont C'est pour dans un ça. capables de jeu faire, les couloir, Cétras. Ouais. Après, ça me choque pas le jeu couloir pour le coup, mais si tu prends la carte selon le tracé que tu pars, si tu pars de Cosmo Canyon, tu montes vers le Wutai, tu reviens par Nibelheim, Corel Nord, Gold Saucer, tu traverses vers Junon, Fort Condor, Plaine, Midgard, t'es au bout, et là t'as plus qu'à monter vers Cratère Nord si tu veux aller voir Genova. Alors, moi, je vais aller un peu plus loin avec le Wutai. Et c'est là où on était parti un peu en délire avec Hélène sur le fait de dire, au final, moi, je les vois un peu comme des nazis, les Cétras. Mais c'est que le Wutai, quand tu regardes son évolution, dans FF7, le Wutai est totalement différent de tout le reste de Gaïa. Ils ont une évolution culturelle qui n'a rien à voir. Comme si c'était une sorte de peuple un peu exclu. Havre de paix, ouais. Ils sont pas allés là-bas. Voilà. Et est-ce qu'à un moment donné, ça serait pour dire, mais bon, peut-être que c'est pas intégré, je sais pas, mais en gros, quand tu as des gens qui ne sont pas, peut-être que mon idée n'est pas la bonne, et peut-être partir sur un autre raisonnement qui justifie
Non, mais je pense qu'on peut. Vas-y. Et Alors je me dis, juste s'il pendant y que tu a... réfléchis, Julien, j'explique Ouais. le rapport entre les Cetra et les nazis parce que c'était parti d'une blague à la Ah oui, con, parce oui, que pardon, oui, les gens ils oui, vont être choc-barre en nous écoutant. C'est parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on discutait, on commençait à se dire que les Cetra étaient quand même un peu anti-immigration, hyper vachement un peu, puis il y avait ce côté un peu la race ultime machin. Et quand il a amené en fait le fait qu'ils étaient végétariens, parce qu'il avait déjà raconté le coup du sanglier, j'avais dit putain, on a des gars qui sont quand même anti-immigration, hyper race pure bidule, et en plus ils sont végétariens. Ça me rappelle un petit peu un dictateur de la Seconde Guerre mondiale, et en fait, on avait tapé une barre par rapport à ça. Voilà. Donc, on n'est pas en train de dire que les Cétras sont des nazis, c'est juste que ça avait donné lieu à une petite blagounette qu'on va remettre dans le contexte avant que les gens se demandent à quel moment on a vrillé. c'est vrai, tu as raison. Voilà. Et du coup, le Excuse-moi. fait de dire que moi, de Wu-Tai, c'était un peu l'île des exclus. Et en gros, ils étaient en mode, bon, on est quand même un peuple sage et gentil, et etc., etc. Donc, on va pas se la jouer à la 300 et genre, tu as une défaillance ou quoi que ce soit, on t'exécute. Non, on va te foutre sur une île et là, tu vas être obligé de devoir vraiment être en harmonie et te débrouiller tout seul. Et en fait, ils ont créé une société qui deviendrait celle du Wu-Tai avec une exclusion du reste de Gaïa. Mais sinon, peut-être que, enfin, c'est de la merde. C'est peut-être que ce qui peut être plus intéressant, c'est de se dire que le Wu-Tai, ça peut être un endroit où généralement ceux qui ont atteint une certaine illumination vont là-bas et vont sortir de la société dans laquelle ils sont, parce que par exemple les humains, les Cétrans, il y a les Cétras et puis il y a les humains, et qu'ils s'excluent un petit peu de ce truc où les Cétras doivent faire leur cheminement et donc ils se mettent en retrait en mode c'est votre parcours de vie, ce n'est pas le nôtre et on ne doit pas interagir avec vous pour vous influencer, pour avoir une influence sur vous. Et du coup, ils vont sur le Wu-Tai pour en gros dire c'est maintenant notre étape. On doit vivre en osmose avec cette partie de la vie et indépendamment de vous. Après, ça fait très pourquoi s'exclure des gens? Alors, tu peux avoir ta Cosmo Canyon. Tes guides partent chercher des survivants. Ils traversent vers le Wu-Tai, ils tombent Nice. sur la caravane des Cétras. Mm. Ils décident de partir ensemble. Genova commence à mettre un peu la discorde, etc. T'as un gros groupe qui commence à refuser les guides et un autre groupe qui les défend, dont la prêtresse Rosa. Et là, ils tombent pas d'accord. T'as un groupe qui dit nous, on s'arrête là, on vous laisse, on part, continue notre chemin. Et l'autre groupe, la caravane continue sur sa route. Et donc, tu peux avoir un groupe qui reste au Wu-Tai parce qu'ils n'ont pas accepté d'intégrer les guides, et l'autre groupe qui a pour l'instant encore accepté continue le pèlerinage. Ouais, mais alors pourquoi si c'est des Cétras, pourquoi ils sédentariseraient? Ils peuvent très bien dire on ne veut pas aller avec les guides, mais du coup, on prend un autre chemin. Parce que quand tu arrives au bout du Wu-Tai, il n'y a plus que de l'eau. Bah après, c'est pareil, les voies de communication, tu vois, parce que quand tu disais tout à l'heure, ils vont mettre 15 ans, machin, puis le cratère nord, il faut traverser la mer et tout, mais quand tes alliés, c'est, je sais pas, c'est, enfin, j'allais dire Zéphyr, non, il s'appelle pas Zéphyr, Ouais, Typhoon mais et oui, Léviathan. Léviathan et trucs comme ça. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'en fait, ils peuvent très bien remplacer par la magie Ouais, ce que la tu prends un technologie. phénix qui te permet de te déplacer et autres. D'ailleurs, que fait la Tu Shinra? te déplaces à d'autres La phénix. Shinra qui est le parangon, enfin l'archétype de la technologie, n'arrête pas d'essayer de pomper les Cétras. Ils essayent de refaire des matérias de synthèse, ils essayent de retrouver la Terre promise. Enfin, je veux dire, ceux qui sont à la pointe de la technologie dans l'univers de Gaïa sont tout le temps en train d'essayer de repomper les Cétras. Donc, tu vois, avec cette idée que finalement, les Cétras savaient peut-être déjà faire, peut-être même des trucs qu'avec la technologie, on n'est plus capable de faire. Et que tu as ce côté un peu civilisation atlante, tu sais, où ce mythe d'une civilisation hyper avancée technologiquement, mais qui fait tout avec les énergies, gna gna gna, un peu à l'Indiana Jones, on va dire, quoi. Mais et que cette civilisation perdue, en fait, avait voilà une technologie et un système d'harmonie et d'utilisation du potentiel de la planète qu'on essaye vainement de retrouver et qu'on n'arrive pas à retrouver avec notre technologie, tu vois, un truc un peu comme ça, quoi. Donc après, tu peux mettre en place des moyens de communication pour traverser les mers, les airs, machin, tout ça. Ça pourrait Pourquoi être pas, cool hein? pour gameplay. Hein? C'est vrai que ça peut être Être sympa. cool pour gameplay. Bah ouais.
Et ça fait partie tout simplement de tes étapes de connaissance, d'évolution, de dompter la chimère, etc., etc. Et donc, du coup, après, tu obtiens des modes de Tu fais développement, du pas des modes de surf à dos déplacement. de Léviathan. Ça marche. Non, mais du coup, tu contrôles l'eau, tu contrôles le vent, tu contrôles. Donc en fait, t'es pas. Ah, mais Tu. t'imagines, tu joues à FF7, tu retrouves Guy dans sa grotte et t'es en mode putain, mec, mais il y a 2000 ans, tu faisais du surf sur du Léviathan et là, tu te retrouvais exclu et Tu fais foutu ta dans une live, grotte. tu volais sur Oh Phoenix, tu faisais le putain. tour du Bah, monde, vous voulez que je tu vous avais casse le déchiqueté des délire? pouvoirs et tout. Square Enix, ils nous prennent notre idée, ils nous disent les gars, c'est super bien, on va en faire un jeu mobile. Et là, tu peux oublier ton gameplay à dos de Léviathan, c'est mort. Si tu veux aller à l'étape numéro 2, c'est un Ce sera la gacha. mission annexe. Ouais, Ce sera la c'est ça. mission au vent Il y a un de event au Wutai, allez hop là. Attends, ça pose une question là, ce truc-là, n'empêche les déplacements à dos de chimère. Enfin, veut quand je dire disais que à d'autres chimères, pas techniquement- forcément, mais en tout cas, t'aider des éléments pour pouvoir faciliter tes déplacements et tout ça, quoi. Mais du coup, ça veut dire que si tu les sacralises et que tu les mets à un niveau de divinité ou autre, alors déjà le fait que tu te serves d'eux comme d'un moyen Oui, de voilà, déplacement c'est alors pour que ça, c'est des c'est des dieux, divinités, hein. déjà tu peux dire bon, le respect, je m'assois dessus. Non, 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 ils t'apportent leur aide, Après- mais tu les domptes pas, quoi. Mais alors, ça veut dire que tu peux avoir techniquement, ils sont plusieurs. On va dire fil courant, ils sont 50 connards à faire le tour et ils sont capables de choper les compétences. Ok. C'est-à-dire que techniquement, sur les 50, peut-être que tu en as 10 qui sont déjà capables de maîtriser, d'invoquer et d'avoir une interaction avec Shiva. C'est-à-dire que les 10 Shiva peuvent être invoqués en même temps. Alors, je sais pas si c'est c'est peut-être des la réunion des 10 qui va faire Shiva. Ouais, C'est ou d'être est-ce conjointement leur qu'ils peuvent pouvoir les ensemble. invoquer à ce moment-là du lore? Parce que finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si ces divinités, elles existaient réellement, mais au niveau de la temporalité, il nous manque un chronos pour nous dire à quel moment exactement ça a lieu. Mais ce que je disais, c'est que les matérias d'invocation qu'on récupère dans la temporalité qui est celle de FF7 qu'on connaît, en fait, c'est les souvenirs de ces divinités qui ont disparu ou peut-être enfin tu vois qui se sont retirés du monde ou je sais pas quoi, mais peut-être qu'à l'époque des Cetras, c'est pas des matérias que t'invoques, en fait c'est vraiment les divinités, parce que t'as quand même des hôtels sur lesquels tu les pries, et puis Chadley il te raconte des anecdotes, tu vois. Pas faux, ouais. Parce que par exemple, sur le coup de Phénix, il te parle à un moment donné de Phénix qui a aidé je sais plus qui, je sais plus quoi. Donc en fait, ces divinités-là, si tu veux, c'est plus tu vas les prier et elles t'apportent leur bénédiction ou un truc comme ça, tu vois. Pouvoir, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, ils partagent je mets leur un pouvoir bémol. avec toi. Je mets un bémol, mais peut-être parce que c'est moi qui n'ai pas compris dans le jeu d'origine. Les chevaliers de la table ronde. Moi, j'ai toujours compris que tu récupères cette matière-là parce qu'elle s'est cristallisée. C'est de l'écho. Désolé, je suis sur Jack and Dexter. C'est de la rivière de la vie qui s'est cristallisée à cet endroit-là et qui a fait la matière des chevaliers de la table ronde. Donc, est-ce qu'à un moment donné, comment est-ce qu'on le justifie, ça, du coup? Sauf si c'est moi qui n'ai pas compris et que c'est pas un endroit de cristallisation de la Bah si, rivière les de la matérias, vie. c'est de la concentration de Mako, sauf que les Cetras... Alors, si on décide que ce qu'on voit, encore une fois, dans la vidéo de la Shinra, c'est censé être quand même assez proche de la réalité, ce que tu vois, c'est qu'en fait, les Cetras, leur pouvoir, c'est d'arriver à les créer, parce qu'en fait, ils arrivent à capter et en fait à diriger ce flot-là de la rivière de la vie, à le contrôler, à lui donner forme, alors que toi, tu te contentes de... Qui te justifie la pensée, les émotions et tout ça. Voilà, mais eux, ils le font, mais tu ça... pourrais sans matériel utiliser les sorts pour les Cetras dans un lieu d'afflux. Bah quasiment. Bah de toute façon, il y a un moment donné où tu... Enfin oui, alors on voit pas si elle a une matériel ou pas, mais tu vois une femme en fait qui fait un espèce de geste, il y a plein d'enfants comme ça à côté, et elle sort une espèce de... Je sais plus ce qu'elle fait, du vent ou un machin comme ça, et il n'y a pas de matériel flagrante en fait dans ce qu'elle fait. On a plutôt l'impression qu'il contrôle un peu ces courants élémentaires, tu vois ce que je veux dire, mais ça n'empêche pas qu'il y a de la cristallisation de Mako à certains endroits, évidemment, ouais, bien sûr. Et là, à ce moment-là, quand les Mako se cristallisent, elles déclenchent un pouvoir, parce que tu vois bien que c'est pas
quand tu prends, quand tu as tes chocobos dans le FF7 d'origine Mm. et que tu vas chercher avec ton chocobo bleu, vert, etc., des matérias spéciales où il y a eu de la condensation, c'est Quadrimagie, enfin ouais, Magie 4 fois, ou Nimé, les Chevaliers de la Table Ronde, je sais plus quels sont les autres. Mais du coup, il y a quand même un moment donné, pourquoi cette matière-là s'est transformée dans ce pouvoir-là. Et donc, du coup, comment tu justifies les Chevaliers de la Table Ronde? Bah, c'est là où Rebirth, à mon avis, il justifie pas les choses de la même manière, parce que tu vois que déjà que la façon dont tu récupères les invoques, c'est pas exactement pareil, en fait. Ah, non, Donc, je suis pas sûre qu'ils vont Et garder. c'est là où, du coup, Bon, moi, je m'étais pas facile, je interrogée trouve. sur les chevaliers de la table ronde et tout ça. Moi, j'avais émis plusieurs hypothèses, mais c'est pas certain que ça va se passer exactement de la même manière que dans FF7. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas la réponse sur notre lore, mais ils ont pris une tangente. Tu vois, c'est comme l'histoire des méga matérias. C'est ce que je te disais, les méga matérias dans FF7, c'est très différent. C'est-à-dire que en fait, c'est une concentration dans les réacteurs Mako, et quand tu regardes comment Scarlett, elle en parle, t'as quasiment l'impression que c'est la Shinra qui les fabrique, en fait, parce qu'elle est même capable de dire elles sont tant de fois plus, elles sont quasiment créées dans les réacteurs Mako, mais on ne sait pas si elles se créent naturellement par la condensation ou si c'est un procédé de la Shinra qui les crée. En fait, ça reste très flou. Et elles sont pas du tout liées aux armes, en fait. Alors que dans Rebirth, ils ont connecté les deux. Donc, tu as forcément des choses qui vont pas être exactement pareilles, quoi. Il différencie les deux dans le jeu. Hein. Il différencie les matériels de synthèse que la Shinra fait et de celles qui sont naturelles. Dans FF7, ils en parlent des matériels de synthèse. Dans la rétrilogie. Non, mais je parle dans FF7. Oui, oui. Non, mais clairement, Ah oui. c'est ce que je disais, c'est que dans Rebirth, le lore autour de... Enfin, il y a du lore autour des matérias qui n'est pas exactement le même que celui de FF7, en fait. Et il y a une partie, effectivement, des réponses qu'on n'a pas. Pour les Chevaliers de la Table Ronde, on ne peut que spéculer. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais tu vois, ils ont déjà changé, par exemple, on sait... Gilgamesh, qui n'existait pas dans FF7, en fait, il le situe au niveau de l'île aux Gobelins. Donc, il y a des pans géographiques qui sont pas exactement les mêmes et que tu n'accèdes pas de la même manière. Ouais, c'est vrai. Donc ça, ils vont pas forcément le garder. Ça, on sait pas trop. Parce que même dans FF7 d'origine, Phoenix, quand tu obtiens la matéria, tu l'obtiens une fois que Phoenix meurt. Ouais, le Condor, en fait. C'est qu'il meurt. Le Condor du Fort Condor. Ouais, mais non, c'est que tu retrouves la matéria et tu as quand même... il y avait un réacteur, un petit poussin, en fait. enfin un gros poussin plutôt. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est qu'en fait, la matéria, le vieux, il l'a déjà piqué. Donc, en fait, tu crois que tu récupères la matéria, mais en fait, la matéria, elle n'a jamais été en danger. Et en fait, il t'annonce qu'il s'est servi de toi pour empêcher la Shinra, parce que lui, il voulait protéger le Condor, en fait. Donc, il l'a fait à l'envers. Voilà. Faut qu'on avance, les garçons. Je veux pas être rabat-joie, mais il va falloir qu'on arrive à notre conclusion, là. Parce que, bon, là, déjà, c'est sûr, c'est un podcast qui va être édité en 2 fois. En 2 parties. Mais c'est passionnant. Hein. C'est pas que ça m'intéresse pas. On pourrait en parler pendant des heures et on pourrait se poser 50 milliards de questions. Mais là, je pense qu'il va falloir qu'on amène un peu la conclusion. Du coup, ils ont fait le tour du monde. Ils ont fait le tour du monde, le pèlerinage. Ils ont vu qu'il y avait des problèmes avec Jenova. Ils vont au cratère nord l'affronter. Guy et Cetra ensemble. En tout cas, les Cetra qui acceptent encore les Guy et les Guy. Ils l'affrontent. Ok, allons-y. Est-ce qu'on a parlé de ça, d'ailleurs? Je suis en train de me dire, je sais pas. On s'était pas posé la question. De quoi? De savoir si les Guys affrontaient Jenova avec... Parce que moi, j'avais dit qu'on les mentionnait pas. Parce qu'on disait tout à l'heure que... la perversion de Rosa, elle arrivera forcément après. Oui, après, on n'est pas forcément... C'est pas forcément le combat final. Ils peuvent très bien aller combattre Jenova sans que ce soit forcément le moment dont ils parlent dans le temps des anciens. Parce qu'il y a la trahison après. Il y a la trahison après. Donc, ils affrontent Jenova ensemble. Jenova est scellée. Là, c'est le moment où, du coup, où les Cetra doivent aider les Guy. Donc toi, tu vas au bout du... C'est vraiment la bataille finale, alors? Parce que si tu dis Jenova, elle est scellée... Pour moi, pas forcément. Pour moi, c'était... ils y vont. Et si on part du principe que notre Rosa, elle a été pervertie par Jenova, là, en fait, on a la scission, dans le groupe qui arrive.
Et finalement, le combat contre Genova, alors on peut toujours le voir, mais je suis pas sûre que notre Ginata qu'il y participe, tu vois. Alors, attendez, quand on dit que Genova est scellée, Mm. dans les Final Fantasy, on la retrouve jamais littéralement, Genova. Parce Bah, que, en fait, si je dis pas de conneries, ouais, quand Sephiroth pète sa pile et va chercher du coup sa mère dans le à réacteur de Nibelheim. Nibelheim, Mm. c'est Genova pour lui. Mm. Et il se sert de ces éléments-là. Sauf que si nous, on considère que, et peut-être que c'est là la connerie à ne pas considérer, que ce personnage-là, c'est notre Rosa. Elle n'est pas Genova. Donc Ah ça veut bah dire non, que nous, non, dans oui. notre histoire, Non, c'est juste des cellules en fait. Mm. C'est juste des cellules, mais en réalité, Genova est pullule partout. Dans le jeu, elle est dans la rivière de la vie, elle est dans ceux alors qu'elle ok, a convertis au fur et à mesure, elle serait dans les Guis selon notre histoire. oui, mais Et ce qu'il y a, c'est que Sephiroth, tu vois bien que quand il a récupéré ce corps-là, après, c'est là où il va trimballer des morceaux de Genova, des morceaux de tentacules, des trucs comme ça, qui va faire interagir avec les hommes en noir pour faire créer pour faire vraiment dans tes combats où tu affrontes Genova. C'est pour ça que Ouais. notre Rosa, elle Donc peut ça veut bien rester dire, notre Rosa. Elle n'est pas obligée de devenir Genova. Elle peut rester le personnage de Rosa avec la Oui, mais Reine tu peux faire Écarlate et la sorcière Émeraude. oui, tu peux faire une Rosa qui a été touchée par Genova pendant le combat, Mm. qui a tout reçu des simplement. cellules et qui est Qui pervertie. par la suite voilà, est pervertie et qui, en se faisant purifier, peut participer à finir de sceller Genova après, tu vois. Donc c'est juste qu'on ne répond pas à la question, et ça, c'est pas grave. En tout cas, Mais les juste qu'on Guis se sont dise, pas alors, forcés on ne d'aller au bout répond du pas à la truc. question à qui celle qu'on va prendre pour Genova dans une partie de Final Fantasy VII, on sait juste pas qui c'est. On C'est sait juste pas une qui no-name. c'est. Et puis, je te dirais même que pour moi, Ok. la fin, du coup, elle est un peu terrible parce que si tu termines avec Rosa qui a été, je sais pas moi, repurifiée ou je sais pas quoi, enfin, tu vois les Cetras qui scellent Genova et tout, pendant que notre Guinatak, il rentre chez lui, miskin, pour se rendre compte que son peuple s'est fait ostraciser, engrotter, défoncer et tout. Et il sombre littéralement dans l'oubli, c'est-à-dire que l'histoire est en train de s'écrire sans eux. Parce que les Guis, personne ne les connaît en fait, à part les habitants de Canyon Cosmo. Personne ne t'en parle, les gens savent quasiment pas qu'ils existent, tu vois. Et du coup, C'est tu vrai. termines sur un truc où justement tu vois l'histoire s'écrire sans lui. Alors qu'en fait, nous, on apprendra qu'il y a participé, que peut-être que si Rosa elle est arrivée jusque-là, eh ben, c'est grâce à notre personnage, etc. Et lui, il rentre chez lui la queue entre les pattes sans ayant trouvé une solution, en retrouvant son peuple complètement. Et tu peux avoir même un truc. Moi, je suis vraiment sadique, hein, mais où t'as en parallèle les Cetras qui célèbrent leur victoire, entre guillemets, contre Genova, et on te montre en tranche napolitaine Ginata qui revient chez lui et qui se rend compte que son peuple est complètement défait, quoi, tu vois. Et t'as cette balance, en fait, qui fait que... Vous voyez ce que je veux Alors dire? après, il y a un truc qui peut empêcher les Guis d'affronter Genova, c'est que s'ils ont été souillés, elle va peut-être pas les laisser l'affronter vraiment, Bah, c'est ça, si elles sont sous le contrôle ou je sais pas quoi. à part si on peut imaginer qu'il y a un combat contre Genova, qu'on a l'impression qu'on a battu Genova une première fois, mais qu'en fait, c'était son plan de souiller Rosa pour s'infiltrer encore plus dans la truc des Guis. Et le scellement aurait lieu que plus tard. Mais du coup, il y a un truc que De je suis en train de me dire qui va pas, c'est que si on part du principe que notre Rosa, à un moment donné, est pervertie par Genova pendant le combat Naninana, quand elle est encore avec Guinatak, c'est pas tellement l'histoire des Guis, tu vois. Pour moi, c'est plus comment est-ce qu'ils récupèrent la matéria. En fait, quand ça se termine, il faut qu'on les voit prier et il faut qu'on voit la matéria noire oui, se former parce que c'est ça le point mais d'ancrage, tu Oui. vois. Et en fait, il faut ça, qu'il y ait un moment donné, il y ait un split et que du coup, on parte sur les Cetras qui font leur bise avec Genova, etc. Et pendant ce temps-là, tu as les Guis qui ont sombré dans l'oubli et qui sont en train d'exprimer leur colère en créant cette, tu vois, cette matéria que peut-être qu'on peut dire, voilà, que Rosa, elle aurait donné à notre personnage en cadeau comme une lueur d'espoir et qu'on se rend compte que cette lueur d'espoir, ils sont en train d'en faire un destructeur de monde, quoi. tu peux avoir une première victoire contre Genova. Tout le monde est content, ils pensent qu'ils ont gagné. Et du coup, en remerciement, ils disent on va vous aider à vous sauver comme on avait prévu. Mais comme ils se rendent compte qu'ils sont souillés, ils peuvent pas reprendre la rivière de la vie. Donc là, ils leur donnent la matéria en guise de récompense de leur aide. Et ils leur disent non, faut prier pour que vous scelliez tout ça. Et au moment où Genova, elle est scellée,
il y a un truc dans la mise en scène qui te fait dire qu'elle a senti que les Guy sont Ça en pue train du de cul. créer l'outil qui va lui permettre d'arriver à ses fins, en fait. Parce que c'est ça, le météore. Le météore, c'est Phiros, il s'en sert pour refaire à la base, ce que, alors, dans la retrilogie, on ne sait plus trop ce qu'il veut, mais à la base, dans FF7, et du coup, on est obligé de se baser sur des trucs dont on sait où ça va, où on n'est pas obligé de trop spéculer, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Mais le météore, c'est ce qui permet de blesser la planète pour pouvoir créer cette concentration, pour que Sephiroth, il puisse, en fait... Et du coup, en gros, le truc de Genova, c'est de se dire, il faut que j'arrive à trouver... à générer, en fait, enfin, à créer dans le sens psychologique, un être qui va aller récupérer cette matéria pour moi et qui va faire ce que moi, je ne peux plus faire parce que je suis en train d'être scellée. Mais qu'en gros, tu termines avec une Genova qui... les Cetra, ils ont l'impression qu'elle est battue et tout, alors qu'en fait, elle est déjà en train de se dire « Ok, je vois ce qu'il me reste à faire pour pouvoir arriver à mes fins. » Et dans le temple des anciens dans Rebirth, les Cetra, ils te disent, ils se sont peut-être pas rendus compte de suite, mais Genova s'est cachée dans la rivière de la vie. Et donc, c'est peut-être quand elle est scellée et qu'elle se cache, qu'elle la rejoint, enfin, en tout cas autour, qu'elle file la clé des prières au Guy pour justement canaliser l'intérieur noir, effectivement. Et qu'on voit ce lien où tu vois Genova scellée, et en parallèle, tu vois les Guy qui prient, tu sais, un peu Ouais, c'est ça, quoi. entre deux, et tu vois l'intérieur noir se Se former. former, en fait, et il y a un truc dans la mise en scène qui te fait dire, limite, alors c'est dommage parce qu'elle a pas vraiment de visage, mais tu vois, on voit Genova qui, tu sais, qui regarde et qui te fait un gros sourire en coin, où tu, avec la, tu sais, la matéria noire comme ça en arrière-plan, et où tu sais qu'elle est en train de se dire, ok, c'est bon, j'ai mon plan B, quoi, tu vois. Elle est classe, notre fin, non? Et ça finit comme ça, du coup, ou ça finit par le vol des Cetra et Ginatak qui meurt? Pour moi, ah ouais, non, pour moi, ça finit comme ça. Alors, c'est vrai qu'on avait dit qu'il fallait qu'on fasse expérimenter, tu vois, la... Ah oui, où ils se font piquer la matéria. Et parce Ah que ouais, du mais coup, tu peux dire, c'est vrai sont qu'on contents. était parti là-dessus au début, mais je trouve que du coup, la fin qu'on a amenée, elle est tellement plus cool que ça ferait presque chier de... Parce que malgré tout, le déchirement où Ginatak sent son âme et que tu vis enfin tout ce que les Guy ont vécu, le déchirement de l'âme et qui peut pas fusionner et qui voit le flux et en fait il est rejeté, t'as un truc un peu comme ça, ça peut être aussi grave cool comme ça scène serait de grave fin. cool, c'est vrai. C'est vrai. Et on peut pas faire les deux parce que deux fins trop cool, elles s'annulent l'une l'autre. Après, est-ce qu'on est obligé de trancher? On peut amener plusieurs fins et puis de toute façon, le jeu il va pas sortir. Hein. Non, c'est clair. On s'amuse, on balance des idées, quoi, tu vois. Tu peux faire la fin Materia avec le combat final. Materia, t'affrontes Genova, on sait pas trop comment, combat final. Fin Materia, générique de fin, cinématique, et t'as ça qui apparaît derrière. Tu fais un épilogue, un truc comme ça, ouais, pourquoi pas. J'ai pensé aussi, je me dis, bah, l'épilogue, c'est le truc qui te permet de faire le to be continued. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, peut-être on peut conclure comme ça, c'est que on a... Bon, j'espère qu'on a fait un peu rêver les gens qui nous écoutent. J'espère qu'on a été titiller leur imagination. Quoi qu'il en soit, même si ça tient pas complètement la route, encore une fois, c'est pas en 3 heures maintenant qu'on va réussir à faire un jeu. Et moi, ce que je trouve vraiment génial, c'est que même en récupérant les idées qu'on avait à la base avec Julien, en fait, on a quand même construit quelque chose qui finalement était différent. Et de se dire qu'on pourrait reprendre le même truc avec les mêmes personnes ou en rajoutant une et on aura encore quelque chose de différent et encore quelque chose de différent, etc. quoi. Mais bon, c'était... Enfin, moi, je trouve ça super cool, en fait, comme exercice, parce que non seulement ça nous permet de vraiment d'exploiter nos connaissances sur le lore et de les pousser à fond, mais aussi de se mettre dans la place de quelqu'un qui doit scénariser quelque chose, déjà quelque chose tout court, et en plus quelque chose qui n'était pas prévu au départ. Et si on a pu participer à faire en sorte que certaines personnes aient un regard un petit peu indulgent quand il y a 2-3 incohérences qui se baladent dans les scénarios, parce que quand on se frotte à l'exercice, on se rend compte à quel point c'est compliqué. Enfin voilà. Est-ce que vous voulez conclure sur cette petite expérience, nous donner vos petits mots de la fin, les garçons, si ça vous va? Si tu veux. Oui. Commencer, Julien. Le mot de la fin par rapport à ce qu'on a fait? Ouais, comment t'as vécu cette discussion? Qu'est-ce que t'en retires? Qu'est-ce que t'auras envie de dire aux gens qui nous écoutent par rapport à ça? Moi, alors clairement, si il faut dire quelque chose aux gens qui nous écoutent, c'est
dites-nous dans les commentaires des choses qu'on n'a pas pensées, Bah, qu'on n'a bien pas sûr. vues, Mm. ou parce que c'est typiquement le genre d'exercice qui, qui est fait pour que justement il y ait une interaction avec les gens, pour Mm. qu'ils nous donnent leurs idées, et qu'on s'imagine encore plus de choses. Et à la limite, ça, c'est typiquement quand j'écoute des youtubeurs, parce que du coup, que vous deux, je vous suis sur vos chaînes, mais aussi Cal, Mamori, etc. Et quand je vous écoute parler justement de faire vivre la chaîne entre les épisodes, faire ça, vous êtes que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, vous êtes nos références francophones de Final Fantasy. Et même si vous vous sentez légitime pour certains et peut-être moins légitime pour d'autres, pourtant, c'est le rôle que vous prenez en faisant ça. Et c'est vous qui permettriez de ce genre d'exercice où là, vous vous lancez sur des lives avec justement la commu et vous suggérez des trucs avec. Moi, j'avais pensé au Guy parce que c'était un des personnages qui me plaisait. Mais je suis sûr que vous êtes suffisamment nombreux parmi vous à avoir des idées pour continuer ce type d'exercice. Et c'est le genre de truc qui vous permettrait de continuer à donner la hype. Et allez savoir, peut-être que des fois, ça serait pas juste sur une vidéo, peut-être que vous en feriez plusieurs derrière parce que il y aurait une histoire qui vous tiendrait particulièrement à cœur, ou que vous trouveriez vachement bien, ou que même vous lanceriez des défis. Alors là, je spécule, hein, c'est de la branlette intellectuelle, mais derrière, peut-être que vous pourriez vous dire, ah tiens, vas-y, on essaie vraiment de faire un truc sérieux et on se retrouve une fois par mois et puis on imagine le truc et on le fait développer. Donc voilà. Et puis, c'est pour rejoindre ce que tu dis, c'est clairement en plus les retours de la commu qui, moi, me font vibrer. En tout cas, parce qu'en fait, moi, le but, si j'ai commencé à faire des vidéos, c'est pour partager avec des gens, en Bien fait, sûr. et avoir des retours des gens. Parce que moi, ce que je pense, je le sais ce que je pense, mais du coup, c'est le partager avec d'autres qui ont peut-être une vision différente. J'ai leur retour, et moi, que j'ai raison, que j'ai tort, je m'en fous, mais complètement. Ce que je veux, en fait, c'est, avec les gens, construire quelque chose et faire évoluer ma réflexion, pour me faire rêver le temps que le jeu arrive, en fait. Et si à la fin, le jeu, c'est pas du tout ce que j'imaginais, tant qu'il est bien, peu importe. Et des fois, avec les retours des gens, ça fait élaborer d'autres théories, et j'ai des commentaires qui m'ont déjà fait partir sur d'autres vidéos, quoi. La dernière trilogie que j'avais faite, c'était par rapport à ça. Donc, merci pour vos retours, et c'est grâce à vous si la communauté vit également, voilà, à travers nous. Bah, merci beaucoup les garçons. Alors moi je vais en profiter vite fait dans le cadre du podcast, c'est l'instant promo. Non mais parce que tu parlais de légitimité Julien, et il y a un truc que tu disais au début qui m'avait sur lequel je voulais absolument rebondir à la fin, parce que tu disais moi que tu n'avais pas confiance dans ta capacité d'analyse ou je sais pas quoi, mais je rappelle qu'encore une fois ce podcast il est ouvert à tout le monde, hein. Il y a pas, en fait tout le monde est légitime à venir parler du jeu et on n'est pas forcément obligé d'avoir un master en Final Fantasy et une capacité d'analyse level 32 pour venir discuter, hein. Des fois, enfin, le dernier podcast que j'ai fait avec Amélie, on était vraiment sur quelque chose de très terre à terre, de très sensible dans le vécu, dans l'identification au personnage, etc. On n'était pas forcément dans la théorisation et tout ça. Donc vraiment, venez comme vous êtes si vous avez envie de partager. Voilà, je rappelle que le podcast est ouvert et que le podcast est ouvert à tout le monde. La preuve en est, donc ce soir on avait donc Monsieur Ténéré, que je remercie d'avoir du coup accepté de venir se mêler à notre petit groupe. Voilà, merci à toi, merci beaucoup. Donc toi, bon je pense que la plupart des gens qui sont chez moi te connaissent, mais au cas où c'est pas le cas, et on mettra le lien vers à tout le moins ta chaîne YouTube en description, tes chaînes, parce que du coup tu as aussi une chaîne gaming, donc on mettra les deux. Et puis Julien, ou toi en fait t'es pas créateur de contenu, t'es entre guillemets juste voilà, un joueur lambda, et ça n'empêche absolument pas. Vraiment, ce podcast il est ouvert à tout le monde à partir du moment où vous avez un intérêt pour le jeu et que vous avez envie, comme l'a très bien dit Monsieur Ténéré, de le partager. Voilà, moi je fais pas de casting sur les podcasts. Les gens ils viennent, ils me disent moi j'ai envie de parler de ça, on trouve une date et puis let's go, on y va. Et puis comme tu disais Monsieur Ténéré, moi je te rejoins complètement. En fait nous on fait nos créations de contenu surtout pour les partager avec la commu, pour créer de l'émulation, pour créer des connexions en fait entre les gens, les idées, qu'on se hype les uns les autres. Donc si vous avez envie de participer à ça, il n'y a pas de souci, ce podcast vous est ouvert. Encore une fois, préciser juste un truc, du coup.
par rapport à la légitimité, Mmh. pour ceux vraiment qui ont peur de faire des vidéos parce qu'ils se sentent pas légitimes, franchement foncez parce que je sais pas pour toi Hélène Chad, mais moi à chaque vidéo que je sors, j'ai encore cette boule au ventre de Mais me bien dire: sûr, «J'espère que je vais avoir des bons retours et mais bien tout. sûr. Ça se trouve, je vais avoir dit une grosse connerie et les 10 premiers commentaires vont me dire: "Bah, tu sais quoi cette connerie que tu nous as sortie?" Et en fait, ça se passe toujours bien, mais quelle que soit la Mmh. vidéo, il y a quand même ce stress au début jusqu'à ce qu'il y ait les Le premiers syndrome retours et de que l'imposteur, mmh. exactement. Enfin, moi, Alors je l'ai pas, mais parce que je suis jamais partie du principe que comment dire? Que j'étais une sachante ou je sais pas quoi. Moi, j'ai réussi à m'en défaire parce que justement, j'ai abordé les choses en me disant: «J'ai des idées, j'en parle». Mais comme n'importe qui d'autre, c'est juste que moi, je fais des vidéos, en fait, c'est tout. Puis parce que j'aime bien, et c'était aussi l'intérêt du podcast, c'était de me dire, mais il y a certainement plein de gens qui ont des super idées, c'est juste que faire des vidéos, avoir une chaîne YouTube, aller sur les réseaux, ça prend du temps, ça demande des connaissances, d'investissement que tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir. Mais ces idées-là, c'est bien qu'on puisse les exprimer et qu'on puisse les faire exister parce qu'on n'est pas plus. C'est pas parce qu'on a une chaîne YouTube qu'on est plus légitime que qui que ce soit. En fait, pas du tout. Et moi, ça me faisait marrer d'ailleurs quand tu parlais des commentaires parce que moi, je sais qu'au début, mais pendant longtemps, hein, une de mes plus grosses déceptions, quand j'avais des commentaires, parce qu'à l'époque, j'en avais pas mal, donc c'était vraiment riche, mais j'avais quasiment personne qui venait me dire: «Je suis pas d'accord avec toi» et ça me faisait chier, quoi. Et en fait, je me disais: «Mais alors les gens qui sont pas d'accord, au lieu de me lâcher des vieux pouces rouges en loose day et puis de rien dire, mais venez, putain, venez dire». Moi, je rêvais d'avoir des gens qui allaient me dire: «Tu pas pensé à parler de ça?» parce que en fait, comme tu dis, nous, nos idées, on c'est les le a plus déjà. riche. Voilà, donc en fait, les Mmh. commentaires qui m'intéressaient le plus, et d'ailleurs ça se voit parce que quand je faisais mes retours sur les vidéos, les commentaires que je mets en avant, c'est justement les gens qui disent pas la même chose que moi. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui se retrouvent dans ce que tu dis, évidemment, mais pour nous, c'est pas là où il y a la meilleure émulation intellectuelle. Donc justement, la diversité, c'est ça qui est super intéressant, quoi. Et tu vois, cette histoire qu'on a construite tous les trois, on a été obligé de trouver des points d'unité, mais indépendamment l'un et l'autre, on n'aurait absolument pas raconté la même chose, parce qu'on aurait été tout seul avec nos trucs. Donc certes, on aurait peut-être eu une histoire où on aurait été plus en adéquation avec, parce que ça aurait été 100% satisfaisant pour nous, mais on s'est tous enrichis mutuellement avec nos idées. Toi, tu dis ça, moi, je rebondis là-dessus. Venez, on va plus loin. Ah ouais, mais c'est trop cool. Mais vas-y. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment cette émulation intellectuelle-là qu'on kiffe, en fait, quand on fait nos vidéos. Et c'est Ouais, avant tout c'est ce ça qu'il y qu'on a de plus cherche, fun, quoi. hein. Mais bien sûr, Mm. mais bien sûr, c'est de s'enrichir mutuellement parce que, voilà, nos idées, c'est très juste ce que tu as dit, monsieur Ténéré, nos idées, on les a, on les connaît, tu vois, donc on n'a pas besoin de les partager si c'est pour les garder pour nous-mêmes et qu'elles bougent pas, en fait. Le fait de justement de les exprimer, c'est précisément pour les confronter avec ceux des autres et qu'on puisse aller encore plus loin ou qu'on puisse simplement des fois trouver des perspectives qui sont pas celles qu'on avait envisagées, mais qui sont super intéressantes aussi. Moi, il y a des gens dans la commu qui ont des prises de position sur les théories qu'ils font qui sont pas du tout les miennes, parce qu'on n'a pas le même parti pris déjà au départ par rapport à la retrilogie. Je dirais même que je suis un peu toute seule Nous avec le 2. mien, donc c'est le cas de quasiment tous les autres. Mais moi, j'aime bien, parce que justement, vous parlez de choses dont moi, je serais incapable de parler, en fait, parce que j'ai pas cette vision-là. Mais ça veut pas dire que vos trucs, ils m'intéressent pas. Au contraire, moi, j'écoute pas les autres pour écouter la même chose que ce que moi, je vais raconter, quoi. C'est ça qui Mais est de la même cool. manière, je pense qu'on a des positions totalement différentes tous les 2 sur le sens de la rétrilogie et ça nous empêche pas de parler Ah énormément, mais carrément, de et de nous notre rejoindre sur plein trilogie. de C'est trucs, ça hein. qui est intéressant. Et de nous rejoindre des fois sur plein de trucs, et puis il y a d'autres choses sur lesquelles on n'a pas forcément la même vision des choses, mais dans tous les cas, ça reste super intéressant, effectivement, quoi. Ok, et ben sur ces bonnes paroles, je vous remercie encore une fois beaucoup les garçons. Je remercie tous les gens qui auront eu le courage d'écouter ce podcast qui promet d'être très très long. J'espère, je pense qu'on espère tous les trois en tout cas que ça vous aura intéressé, que voilà, que vous en tirez quelque chose, quoi que ce soit. Surtout effectivement, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire sur vos scénarios à vous. Et écoutez, à bientôt pour d'autres podcasts en tant qu'invité ou en tant qu'auditeur. Merci à tous. À plus. Bonne soirée.